Salut Léa. Salut Marc. Léa Thomas-Bion, tu es une jeune sémiologue, tu as 28 ans, tu es prof de sémiologie. C'est quoi la sémiologie en 2 phrases? C'est l'étude des symboles et de comment ils font du sens. Parfait, parfait, tu t'en sors parfaitement. Donc tu nous viens de Montpellier. Pareil, très rapidement, comment on s'est rencontrés toi et moi? On s'est rencontrés à la Altropisme où tu donnais une conférence sur l'origine du nom des espèces et moi j'étais là pour venir t'écouter parce que j'ai mes bureaux là-bas. On va voir qu'il y a des correspondances entre tous ces symboles et le vivant que moi je prends tant de plaisir à raconter sous toutes les coutures, sous toutes les formes. Et grâce à toi, on va en étudier le symbolisme. Et on va voir qu'il y a beaucoup de choses qui concernent la pop culture. Mais avant ça, je voudrais achever de te présenter en profondeur, en sympathie. À l'origine, tu nous viens d'Auvergne. Oui, de Clermont-Ferrand. Quelle est la symbolique habituelle qu'on attache à Clermont-Ferrand? Une ville de caractère parce que la cathédrale est toute noire et qu'on est au milieu d'une chaîne de volcans. Léa, dont le nom finit par un H, tu fais aussi partie d'une chorale dans laquelle tu chantes, tu entonnes des chants dans des langues mortes et bizarres Et vivante. et vivantes. Lesquelles? Je chante en arabe, mais je chante aussi en hébreu, en farsi, en ladino, qui est le parler juif séfarade. C'est quoi le juif séfarade? C'est les populations juives qui sont issues plutôt du Moyen-Orient. Et qu'on trouve en Espagne. Par exemple, à partir de l'Espagne, Maghreb, Très rapidement, c'est les juifs du sud si on schématise. opposés aux Ashkénazes qui sont dans le nord. Très bien. Farsi, c'est le perse. Hein. Ouais. Donc c'est la langue des Iraniens. À l'époque, les frontières n'étaient pas les mêmes, alors c'est difficile à dire, mais oui, c'est la Perse. Léa, je disais au début, tu as 28 ans, tu es une jeune prof de sémiologie. Pourquoi aujourd'hui la sémiologie, c'est-à-dire l'étude des symboles, est importante? C'est fascinant comme question parce que c'est important pour moi pour lire l'environnement, pour en fait voir du sens là où en général on voit que des formes. Du coup, ça veut dire que tu passes à côté d'un arbre ou d'une architecture et que tu vois des histoires. Alors, des histoires, typiquement, on va tout de suite faire prendre conscience aux auditoristes de la richesse de la sémiologie. Moi, c'est vraiment une science que j'adore parce que c'était la science de Umberto Eco. Alors c'est un podcast, on n'a pas vu le regard que tu viens de faire, mais tu as un regard très amoureux. Donc je devine que tu aimes beaucoup Umberto Eco, qui est l'auteur du Nom de la rose et qui était un des plus brillants sémiologues de tous les temps. Exactement. Donc, moi, j'aimerais qu'on donne tout de suite un exemple. Tout à l'heure, pendant qu'on préparait l'émission, tu m'as parlé du Bluetooth. Et j'aimerais que tu plaques ton regard de sémiologue sur ce fameux Bluetooth. Répète-moi ce que tu me racontais tout à l'heure. Simplement, quand on ouvre son téléphone et qu'on voit ce logo, on se doute pas forcément que c'est en fait en alphabet runique. Runique, c'est tout ce qui est viking. Oui. C'est l'écriture, entre guillemets, des vikings qui consiste en des traits, soit verticaux, soit obliques. Et pourquoi ils sont obliques? Moi, j'aime bien aller au bout des choses. Tout simplement parce que souvent, ils étaient gravés dans le bois. Et donc, le fait qu'ils soient obliques, c'était pour éviter de s'empêtrer dans les stries du bois. C'est pour ça que les traits des runes sont obliques. Et du coup, quand il a fallu donner un nom et un sigle pour cette nouvelle technologie qui était vraiment incroyable à l'époque, puisque on avait plein de marques de téléphone, c'était pas du tout un monopole comme aujourd'hui avec Apple ou Samsung, et on avait besoin de se transmettre des fichiers à l'époque, mais on n'avait pas de nom. Alors du coup, il y a eu un comité qui s'est fait, sauf que ça a été un peu la galère, un peu la grande galère même pour les 2 hommes qui étaient sommés de trouver un nom. En fait, ils en avaient marre, ils sont allés boire une bière. Il y en a un qui a sorti de son sac un livre sur l'histoire des rois scandinaves. Et là, ça a été Eureka. Ils se sont dit, mais c'est bien sûr, on va prendre l'exemple d'un roi qui s'appelle Harald Bluetooth, qui a permis à l'époque d'unifier des clans qui n'avaient pas été unifiés depuis très longtemps. Et le Bluetooth, c'est pareil, ça te permet d'unifier des téléphones qui ne sont pas de la même marque. Et c'est pour ça que le Bluetooth s'appelle comme ça. On comprend les runes, on comprend pourquoi Bluetooth. C'est vrai, on est entouré de plein d'objets qui ont toute une histoire. Ouais. Et c'est tout ce que je fais dans ce bouquin Domaine. C'est drôle, il y a le poster juste derrière toi de ce bouquin. Effectivement, c'est comme ça qu'on s'est connus. Allez, encore un mot sur la sémiologie, parce que je dirais jamais assez l'importance de cette science et l'intérêt que ça a pour moi qui suis si friand de symboles et d'aller gratter derrière les choses pour voir l'histoire des concepts, des idées. Ça me paraît tellement important. Ce que tu enseignes à tes étudiants, c'est aussi les formes simples, la croix, le cercle, peut-être d'autres. J'aimerais qu'on les passe en revue, juste pour que les gens voient que même les signes les plus simples charrient, drainent une énorme histoire. Tu m'as lancé sur la croix tout à l'heure, parle-moi de la croix. Moi, c'est l'exemple qui me passionne vraiment le plus parce que, en fait, tu vas dans la rue, tu demandes à les gens, la croix, c'est quel mot que tu y associes? Alors, très clairement, souvent christianisme, sacrifice, mort. Mais en fait, si on dézoome, la croix, c'est la réunion
C'est 4 points cardinaux qui se réunissent en un point central. Rien à voir avec ce qu'on a fait le christianisme, qu'il a associé à la crucifixion du Christ. Avant, la croix, c'était tout sauf ça. Le cercle? Le cercle, c'est l'infini. C'est le C'est ciel. l'Ouroboros? Ah oui. Explique ce qu'est l'Ouroboros. Ok, l'Ouroboros, c'est un serpent qui se mord la queue. Et ça, c'est typiquement une symbolique du cercle, puisque c'est le cycle infini de la vie qui se répète. On comprend mieux pourquoi je t'ai invité, on comprend mieux pourquoi on fait ces émissions. On voit bien que c'est très lié au vivant ce qu'on fait. Léa, tu m'as fait sourire tout à l'heure, tu m'as dit qu'il y avait 2 grandes règles en sémiologie que tu poses à chaque fois que tu racontes ton métier, ta passion. Quelles sont ces 2 grandes règles qu'il vaut mieux comprendre dès lors qu'on parle de sémiologie? Ok, alors, première règle, absolument à garder en tête, tout symbole est ambivalent. Tu prends le feu, par exemple, eh ben, il est aussi destructeur que purificateur, alors que ça peut être 2 choses qui sont antagonistes. Deuxième grande règle, il n'y a pas de vérité. Si vous la cherchez, vous ne la trouverez pas dans la sémiologie, puisque la sémiologie, en fait, c'est l'étude de comment on a fait du sens. Donc, on va passer en revue toutes les civilisations, il n'y aura pas un sens univoque. Léa, tu es comme moi, tu es très curieuse, tu as 1000 passions, y compris pour les choses les plus communes. Tu as une grande passion des drapeaux. J'aimerais que tu me dises pourquoi et que tu nous donnes quelques exemples. Des drapeaux les plus incroyables. Ok, j'adore les drapeaux parce que c'est l'exemple d'un symbole, comment on façonne une identité, qu'est-ce qu'on choisit pour se représenter. J'adore beaucoup de drapeaux, le drapeau de l'Alaska parce qu'il a été fait par un petit enfant de 13 ans à qui on a donné une montre en or et quelques dollars pour le remercier. Raconte-nous un tout petit peu cette histoire. C'était quand et ça représente quoi le drapeau de l'Alaska? Le drapeau de l'Alaska, ça représente la grande ours avec une étoile au-dessus encore, qui représente l'Alaska puisque c'est l'état le plus au nord des États-Unis. Et c'est sur un fond bleu parce que c'est une référence bien, au myosotis, qui est une fleur bleue et qui pousse beaucoup en Alaska. C'est génial, ok. Qu'est-ce qu'on a comme autre drapeau incroyable? Est-ce que tu connais les 2 seuls drapeaux parmi les 194 nations qui ne sont pas rectangulaires? Eh bien, celui du Népal. C'est là où je vais t'emmener manger ce midi dans ma cantine, là, le bar Le Fiacre à Paris, là, qui est à 2 pas de chez moi, où il y a le drapeau qui est affiché, on en parlera tout à l'heure. Donc effectivement, c'est 2 triangles l'un au-dessus de l'autre, le drapeau du Népal et l'autre. Et l'autre, je ne sais pas. L'autre drapeau qui est notoirement pas rectangulaire, c'est le drapeau carré de la Suisse. Ah, mais oui. Qui représente une croix blanche sur un fond rouge, si je dis pas de bêtises. Et je salue tous les Suisses qui écoutent Baleine sous Gravillon à cette occasion. Tu as une infinité de passions, on va pas tous les faire. Tu m'as parlé du drapeau du Portugal aussi, qui représenterait les plaies du Christ. Oui, qui est en fait, en partie, c'est certains de ces symboles à l'intérieur du drapeau qui représentent les plaies du Christ, et qui sont en fait la traduction d'une vision mystique qu'a eu un souverain à l'époque où ça a été mis en drapeau. Tu as une passion pour les tarots, comme moi. Alors, les fameux tarots divinatoires, ce qu'on appelle les arcanes, enfin le tarot de Marseille, voilà. Ouais. Où il y a 22 arcanes majeures. Et moi, je suis, à l'époque, j'avais étudié ça, hein, il y a même un temps où je m'étais auto-tiré les tarots, figure-toi. J'avais constaté que les cartes se foutaient de ma gueule. Je sais pas si c'est un truc que tu as déjà fait. Mais c'est génial parce que les 22 arcanes du tarot racontent l'histoire de la vie, de la naissance à la mort, en passant par les épreuves, la destruction, etc. Je pense au mat, qui est le nom du fou, et qui est un espèce de bouffon qui circule avec un baluchon, et il y a un chien qui lui mord les fesses ou les jarrets, et en gros, il est cul nu. Qu'est-ce que symbole le mat, le fou, aux arcanes? C'est la première étape de ton voyage initiatique. D'accord. Pourquoi toi, tu aimes les tarots? Parce que c'est incroyable de voir comment un jeu de cartes a traversé les siècles et de voir que le message est toujours le même, c'est toujours un message initiatique, spirituel. Et moi, ce qui me fascine, c'est vraiment de les décrypter, de voir les couleurs, les images, parfois le vivant aussi qui est représenté sur les cartes. Enfin voilà, je trouve que c'est vraiment fabuleux comme exemple de symbole. On parlait des symboles qui sont fermés ou ouverts, et là c'est un des rares moments quand on était avec mon coloc tout à l'heure, l'altiste que tous les auditeurs de Baleine sous Gravillon maintenant connaissent par cœur, Thomas Lopez, mon super coloc altiste. Et vous parliez du fait que les symboles sont faits pour être fermés ou ouverts, pour être plus ou moins lisibles. Moi je pense au film Indiana Jones ou Au nom de la rose, etc. J'ai l'impression qu'il y a des symboles qui sont faits pour être cachés, et d'autres qui sont faits pour être très clairs. Tu fais oui de la tête, comment tu vois les choses? Moi, ça me fait super penser à l'ésotérisme. En fait, ésotérisme, ça veut dire que c'est à l'intérieur et que tout ce qu'on va nous déterminer comme étant ésotérique, ça veut dire qu'on a besoin d'être initié pour comprendre le sens. Et par définition, par voie de conséquence, exotérique, ça va être quelque chose qui serait ouvert, comme tu dis.
Est-ce que tu as un petit exemple pour clarifier tout ça, ouvert, fermé? Moi, je pense à Indiana Jones ou au Nom de la Rose. Enfin, à un moment donné, il parle de Eidolon, qui a un double sens. Bon, mais ça, c'est un mot écrit qui veut dire à la fois le miroir. Il s'était trompé, ça veut dire le miroir et pas seulement l'idole dans le Nom de la Rose. Je sais pas si tu te souviens de ce passage, apparemment non. Mais peut-être tu as un autre exemple. Là, j'ai pas d'exemple en tête, mais par exemple, tout ce qui va être symbolique dans les lieux de culte, par exemple, bah, si t'as pas les textes, si t'as pas été initié au texte, tu vas pas les lire de la même manière. On va prendre un exemple tout simple. Là, on va bientôt commencer à parler du dragon. Dans les églises, les dragons symbolisent quelque chose. Ah oui, ça symbolise le mal, la lutte contre le mal, le péché, Satan, tous les noms qu'on veut bien lui donner. Et en fait, il symbolise ce qu'on doit abattre pour le salut. T'en as plusieurs dans les églises. Le Léviathan, le dragon rouge, et aussi plusieurs personnages qui vont, mais on va y revenir, qui vont les tuer. Bon Léa, on va enfin commencer notre série sur le dragon que j'attendais avec tellement d'impatience. Il y a 1000 choses à dire sur le dragon. On va voir qu'il y a des liens avec le vivant, hein. Il y a beaucoup d'espèces qui s'appellent dragon-ci, dragon-ça, dragon de Komodo, dragon bleu de l'Atlantique, le fameux glaucus pour ceux qui connaissent les nudibranches, hein, qui est un animal incroyable. On parlera de tout ça dans cette série. Commençons par les principales choses qui sont peut-être pas si claires dès lors qu'il est question d'un dragon. Le dragon, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il incarne? Alors, le dragon, il incarne vraiment un rite de passage. En fait, c'est, comme je te disais tout à l'heure, c'est vraiment celui qu'on va abattre pour quelque chose, pour un exploit, pour libérer un peuple, pour le salut, pour... voilà, il a cette fonction de rite, puisque c'est une créature monstrueuse. C'est aussi, voilà, quand on parle du dragon, on parle d'un imaginaire, on parle d'un univers, c'est un animal, une créature qui incarne un autre temps. Et il est vraiment dans notre ère géographique, ici en France, en Europe, au carrefour de plein de choses, du fantastique, de la christianisation. Voilà, c'est super riche, c'est très ambivalent. Et justement, son ambivalence, elle a beaucoup d'intérêt en termes de symbolique, puisque comme il est ambivalent, tu peux lui faire raconter plein de choses. Et donc, comme pour le feu, par exemple, il est à la fois protecteur, mais il est aussi destructeur. Ouais. Et donc, vraiment, le dragon, c'est... il effraie, mais en fait, on va pouvoir peut-être aussi le soumettre. Donc, ça va vraiment être un vecteur très puissant de symbolique. Tu vois, là, sur l'étagère qui est à côté de nous, il y a une salamandre. Et comme tu le sais sans doute, la salamandre, c'est un animal qui a beaucoup fasciné. Et il me semble que François Ier en a fait, je vois que tu fais oui de la tête, en a fait un de ses symboles, puisqu'on croyait au Moyen-Âge que les salamandres naissaient dans le feu. Et c'est très cruel et c'est très con, hein, quand on y pense. En fait, quand les gens mettaient des bûches dans le feu, parfois il y avait une salamandre qui était coincée dans l'écorce qui pensait, tu vois, se la couler douce. Et en fait, la pauvre, elle était en train de griller. Donc des fois, on voyait des salamandres sortir du feu. C'est comme ça que cette légende est née au passage. Et François Ier a gardé la salamandre comme symbole. J'en parle parce que c'est un mini-dragon, quelque part, la salamandre, pour moi. Et il disait... Nutrisco et extinguo, ce qui veut dire je m'en nourris et je l'éteins. Et il parlait du fait qu'on pensait à l'époque que la salamandre avait le pouvoir de se nourrir des flammes et aussi d'éteindre le feu. Et ce que signifiait cette, je ne sais pas comment dire, cette maxime, cette devise de François Ier, c'est qu'il était capable en gros de modérer les ardeurs des gens qui avaient autour de lui. C'est-à-dire d'éteindre celles qui étaient trop fortes et trop chiantes, et au contraire d'encourager les timides qui avaient des choses importantes à dire. C'est ça le boulot d'un roi, et c'est pour ça que François Ier avait choisi cette devise. J'en parle parce que voilà, pour moi, la salamandre, c'est un peu comme un mini-dragon, juste pour illustrer le fait que, bon, moi je connais moins que toi ces histoires de dragons, mais qu'on lui a fait dire beaucoup de choses au dragon. Et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Léa, on va commencer par le commencement. Première question. Quand sont apparus les dragons dans l'imaginaire collectif, aussi loin qu'on a pu remonter? Quelles sont les premières traces des dragons dans les mythes, dans les légendes? Ok, alors accroche-toi parce que là, on va faire un petit voyage. D'abord, la plus ancienne trace, c'est il y a à peu près 10 000 ans, on va dire, dans un site qui est cher aux archéologues en ce moment, qui est le site de Göbekli Tepe, dans le sud-est de la Turquie. Et donc là, on aurait une représentation, alors on ne sait pas trop, entre un crocodile et un dragon, mais globalement, c'est une référence qui revient beaucoup quand on parle des dragons. Donc ça, c'est la première étape du voyage. C'est fou. Attends, excuse-moi, je marque un temps d'arrêt sur cette date incroyable. 10 000 ans avant notre ère, donc ça veut dire il y a 12 000 ans par rapport à aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, c'est ça? Oui. Ok. 12 000 ans, c'est avant le début du néolithique, c'est-à-dire c'est avant cette grande transformation, ce pas de géant dans l'histoire de l'humanité qui a vu la conversion des cueilleurs-chasseurs en agro-pasteurs, le tout début de l'élevage et de l'agriculture. C'est la fin
d'une ère géologique et le début de notre ère géologique actuelle, l'Holocène, c'est la fin du Pléistocène, les fameux âges de glace des dessins animés, etc. Donc 12 000 ans, c'est une date qui est éminemment connue, importante, symbolique dans l'histoire de l'humanité. Tu me dis que le premier dragon, il est concomitant de ça. Ouais, tout à fait, c'est aussi vieux que ça. Ouais, on sait assez peu de choses finalement sur cette représentation là un petit peu hybride. Sur ce dragon turc. Sur ce dragon crocodile turc. Par contre, on sait plus de choses sur la deuxième trace de dragon qu'on a, qui là nous emmène en Chine. Là, il y a à peu près 6000 ans. Et alors là, on en sait plus puisqu'en fait, c'était une représentation qu'on a trouvée sur la tombe d'un défunt. Et c'était sous forme de coquillage. En fait, c'était une représentation en coquillage d'une créature qui ressemble à un dragon. Voilà, ça c'est conservé à Pékin. Le site s'appelle Xishuipo. Xishuipo, tout à fait. Et ça c'est pour les représentations qu'on a. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est de voir un petit peu en termes de mythologie, de cosmogonie, à quel moment le dragon y vient. Et alors, d'après ce qu'on sait, c'est quelque chose qui devait être un peu connu à peu près à 5000 ans avant notre ère, donc là on continue à remonter. C'est ce que moi j'appelle le dragon littéraire, puisque c'est celui qui vient dans les mythes. Et donc ça serait à peu près au cœur de l'Afrique qu'on aurait les premières traces d'un être dragonesque. Ce qui est fou dans ce que tu dis, c'est que si je dis pas de bêtises, l'écriture, elle a été inventée en moins 3005. Donc ce que tu racontes, c'est avant l'écriture finalement. Donc comment on sait ça ? Alors ça, on le sait grâce aux travaux de gens formidables qui s'appellent Julien Duy et Jean-Loïc Lequelec, qui sont des anthropologues et des mythologues spécialisés justement dans comment on va retrouver des mythes grâce à des études statistiques. C'est fascinant. Ok. Léa, tu viens de dire que ce mythe du dragon littéraire, comme tu as dit, il est né en Afrique, mais il en est sorti. Ouais, justement, il est sorti d'Afrique avec ce qu'on appelle le Out of Africa. C'est un mouvement, justement, c'est le mouvement à partir duquel les populations sont parties d'Afrique et sont allées dans d'autres continents. Et alors là, elles se sont séparées. Et après, il y a eu plusieurs mythes différents aussi qui sont nés. C'est fou parce que, alors, il faut pas confondre, hein, apparemment, l'homo serait né en Afrique, mais c'était il y a bien avant ça, c'était il y a des millions d'années. Là, tu parles de quelque chose qui n'a que quelques millénaires. Hein. Il y a eu plusieurs mouvements différents, en fait. Et je conseille vraiment d'aller voir les ouvrages de Julien Duy, qui a fait des recherches incroyables à ce propos-là. Si vous voulez tout comprendre, c'est un puits de science. Moyen-Orient, il est question d'un serpopanthère. Ouais. Intéressant. Serpopard. Ah oui, c'est drôle comme nom, ça. Ouais, serpopard, parce que sur les images qu'on en a, sur les sculptures, c'est vraiment comme un félin avec un énorme cou. Enfin, c'est une créature très hybride. Et là, donc, c'est plutôt en Mésopotamie. Et là, on est en moins 3500. Léa, on va faire un petit résumé. Le dragon, il est partout dans le monde, alors sous des formes plus ou moins diverses. Tu peux nous faire un petit mash-up, un petit medley de toutes ces formes de dragons partout dans le monde ? Oui, bien sûr. Alors, on a le serpent à plumes dans l'Amérique précolombienne. Quetzalcoatl. Exactement. Très, très populaire. On va avoir un serpent, animal marin, on ne sait pas trop non plus dans la mythologie scandinave. Ouais. Très, très intéressant dans le Ragnarok, tout ça. Enfin, voilà. C'est quoi le Ragnarok ? C'est la fin des temps. C'est la fin des temps. Dans les mythologies scandinaves. Exactement. Ouais. Donc le monde sera détruit par un dragon, c'est ça ? Alors, c'est pas vraiment par un dragon, mais en tout cas, c'est un dragon qui enserre Yggdrasil, tu sais, l'arbre monde. Ouais. Et du coup, il est à la toute base de ça. Mais il y a Ok. plein de créatures monstrueuses pendant le Ragnarok. Ouais. Donc là, Scandinavie. Si on part en Asie, là, on va avoir le dragon, qui est le dragon bienfaisant, le dragon qui est très représenté dans tout ce qui va être iconographie asiatique. Dans le Lotus bleu de Tintin, c'est un dragon sur la couverture. Le dragon, il est partout en Asie, dans tous les carnavals, on les voit avec des humains à l'intérieur qui le font bouger. Et ouais, parce que c'est un animal protecteur, en fait, donc on a envie d'invoquer sa force et sa protection. D'accord. Ensuite, sinon, on revient plutôt en Europe et on va avoir le reptile de la Bible, la créature de l'Apocalypse, ou alors la créature qui va être plutôt le Léviathan dans les différents livres de la Bible. En tout cas, c'est très présent dans notre culture. Dans la mini-série Tout un art de Baleine sous gravillon qui est consacrée à la baleine, Sylvia Roustan expliquait que le Léviathan avait de grandes chances d'avoir été inspiré par le crocodile, tout simplement, le crocodile du Nil, le crocodile d'Égypte. C'est vrai que techniquement, c'est ce qui ressemble le plus à ce qui peut... Enfin, tu vois, un dragon dangereux qui tue des gens et tout, ça aurait pu être le fameux crocodile. Qu'est-ce que t'en penses ? Ça me paraît complètement probable et ça existe aussi dans d'autres civilisations. Le crocodile, il a beaucoup de mythologies qui lui appartiennent. Léa, tu m'as dit tout à l'heure qu'il y a un gros banger, tu m'as appris un mot, c'est que le fait que le dragon crache du feu, finalement, dans tout ce que tu viens de dire, c'est très récent.
Ouais, c'est hyper récent en fait, c'est dans les gestes médiévals qu'on retrouve un dragon cracheur de feu. Qu'est-ce que tu appelles les gestes médiéval? Médiéval, c'est une geste. Une geste? C'est En fait, quoi? c'est l'histoire de la vie d'eux. La geste de Roland, c'est l'histoire de la vie de Roland. La geste de Saint-Georges, c'est la vie de Saint-Georges. Et c'est sous vraiment la plume des auteurs médiévaux qu'on va trouver le dragon qui crache du feu et qu'il va falloir soumettre, justement, et tuer. On va continuer cette série qui est consacrée aux dragons et j'attaque tout de suite bille en tête, en ne crachant pas de feu, sur justement qu'est-ce qu'un dragon, comment ils ont évolué dans le temps et de par le vaste monde. Alors, si je prends l'exemple du dragon, d'ailleurs, ce serait intéressant que je te pose la question à toi. Dans ton imaginaire, c'est quoi un dragon ? Ouais, un dragon, c'est un être assez géant, recouvert d'écailles, avec des dents, qui crache du feu et qui est ailé à 4 pattes, ce qui me paraît aberrant en fait. Mais en fait, c'est pile la représentation du 15e. Mais pas celle d'avant. C'est hyper récent, ça aussi, dans l'histoire. Enfin, à notre échelle, c'est assez récent le fait que le dragon, ce soit ce que tu as décrit là. À la base, c'était plutôt un serpent géant. Quand tu disais que c'était une créature gigantesque, du coup, tu avais raison. Il y a ce truc de gigantisme qui est très intéressant dans la façon dont on s'est construit, notre imaginaire du dragon. Mais donc, il y a ça qui est important, déjà. Et je vais peut-être revenir aussi sur son étymologie, parce que c'est la toute base. Effectivement, l'étymologie de dragon est fascinante. Et oui, en fait, drakon, c'est dérivé du grec derkomai. Ce verbe grec, ça veut dire voir clairement, avoir un regard perçant. Et parce qu'en fait, c'était... on va y revenir, mais dans l'imaginaire, le dragon, il peut pétrifier par son regard, en fait. Et ça a été repris notamment au Moyen-Âge. Et c'était associé aux reptiles, en fait, parce qu'on pensait qu'ils ne pouvaient pas fermer les paupières. Intéressant. Dans tes notes, je vois que tu dis que cette origine, elle met en avant l'idée que le dragon est une créature très vigilante. C'est un gardien attentif, souvent associé à la protection de trésors ou de lieux sacrés. Il est là, le regard perçant. Il a une finalité. Bien sûr, ouais, il sert à garder. C'est ce qu'on appelle un gardien du seuil. On a ça beaucoup en architecture, même avec des lions. Enfin, c'est une typologie d'animaux qui vont vraiment permettre de parler aux gens de façon... symbolique. Symbolique, voilà, exactement. Tu me parlais de pétrifier, chère Léa. Forcément, tu me dis pétrifier, je pense à la méduse. Et ouais, mais c'est pas... Si on réfléchit, en fait, la méduse, elle a quoi ? Elle a des serpents, en fait, à la place des cheveux. Donc, c'est pas non plus déroutant de faire le lien. Et si on va un peu plus loin, d'ailleurs, Alexandre le Grand, il s'est fait faire un miroir sur son bouclier, parce que cette croyance était hyper répandue à l'époque, que les créatures, elles pouvaient le pétrifier. Et du coup, en ayant un miroir, il les a... Enfin, comme Persée, en fait. Ouais, genre toi-même tu sais quoi, c'est celui qui dit qui est, c'est toi qui vas te pétrifier toi-même. Voilà, exactement. C'est fou d'ailleurs parce que Persée dans le mythe d'Andromède qu'on a raconté là dans Tout un art, cette mini-série de Baleine sous gravillon dédiée à la baleine avec Sylvia, on se pose la question parce que Persée il a déboulé là, monté sur Pégase il venait de tuer Méduse, mais il a pas utilisé la tête de Méduse pour pétrifier Céto, tu sais, le monstre envoyé par Poséidon pour manger Andromède, pour se venger du fait que la Cassiopée, la maman d'Andromède, avait dit que c'était la plus belle. Nanana. C'est dingue la mythologie grecque, comme c'est enfantin parfois. Et c'est des pinaillages autour de qui est le plus beau, qui est le plus grand, qui est le plus fort. C'est des trucs de dingue la mythologie grecque quand même. On va en revenir à notre dragon, Léa. Peut-être tu pourrais nous dire un mot sur... à l'origine, on a parlé du crocodile tout à l'heure, mais peut-être qu'il y en a d'autres. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce mythe du dragon ? Alors, aux origines du mythe, c'est difficile à dire. Par contre, ce que je peux te dire, c'est comment il était représenté au tout début. Les premières traces qu'on en a, ça va vraiment être, pas vraiment un dragon, mais plutôt un serpent des mers. En tout cas, sur un serpent qui a un lien avec l'eau, ça c'est hyper intéressant. C'est primordial. Un serpent arc-en-ciel, ça aussi c'est assez étonnant, on y reviendra. Forcément, comme une créature immortelle, c'est d'autant plus pour ça qu'on va devoir la combattre. Et souvent avec des cornes. Voilà, ça c'est les caractéristiques qui reviennent beaucoup dans les tout premiers mythes. Léa, ok. Est-ce que tu peux nous donner des exemples précis, faire des liens avec les mythologies existantes qu'on connaît tous ? Bah ouais, justement, si on parle de serpent, on va penser à Apollon qui affronte Typhon, qui est un énorme serpent, pour défendre évidemment l'ordre divin. C'est toujours pareil, c'est la même rengaine. En Mésopotamie, si on veut y aller, on va trouver une créature qui s'appelle Tiamat, qui est un serpent primordial. Et comme je le disais tout à l'heure, en Scandinavie, on a le serpent qui se love autour d'Yggdrasil, par exemple.
Et après, c'est un motif qui s'est beaucoup Attends, diffusé. t'as pas dit son nom qui est fantastique. Fafnir, c'est le nom du dragon. Alors, c'est le nom du dragon, du serpent dragon, ouais, qui va être transformé par une malédiction, mais on en reparlera. Ah oui, alors attends, Fafnir, c'est pas celui qui est autour de l'arbre monde. Non, Non, c'est celui qui intervient dans la légende de Siegfried. exactement. Léa, est-ce que du coup, il y a une vraie différence entre serpent et dragon? Là, j'ai l'impression qu'on oscille de l'un à l'autre. Bah ouais, en fait, c'est... Si on se pose un peu, on remarque que le serpent, ça va vraiment être une créature qui est souvent dans les récits de création du monde. Donc c'est une créature très primitive, très chaotique, presque chtonienne aussi. Est-ce que tu vois ce que c'est? Oui, chtonien, c'est tout ce qui se rapporte à ce qui est souterrain, dans la terre, dans le sol. Exactement. Et c'est fou quand on y pense, parce que j'avais promis des liens avec le vivant, et je redis à celles et ceux qui nous écoutent que, tu vois, moi je te pose une question toute bête. Pourquoi les serpents n'ont pas de pattes? En fait, ils en avaient au début. Ils les ont perdus. Les serpents auraient perdu leurs pattes en devenant fouisseurs. C'est fou parce qu'ils s'en sont affranchis maintenant. Il y a plein de serpents qui ne sont pas forcément fouisseurs, mais ils ont perdu leurs pattes pour pouvoir mieux se faufiler dans des milieux denses et donc vivre sous la terre. C'est comme ça qu'ils ont perdu leurs pattes. Et c'est là qu'on rejoint ton histoire de chtonien. Chtonien, ça s'écrit. Et ce qui fait référence à ces forces primitives du centre du sol, de la terre, etc. Mais ouais, ils sont à même le sol. Donc en termes symboliques, c'est très très puissant, en fait, puisqu'ils sont au plus proche de ce qui est le cœur de la Terre, quelque part. En tout cas, dans beaucoup de civilisations, c'est comme ça qu'on le voyait. C'est intéressant de se mettre dans la peau des gens d'avant, comment ils voyaient, en fait, ces animaux-là. Et donc, tu te dis, un animal qui est à même le sol, forcément, en termes symboliques, il va nourrir beaucoup, beaucoup de récits. Là où le dragon, c'est vraiment une évolution, puisqu'il devient un rite de passage, il devient une créature, il devient quelque chose qu'on va devoir abattre, alors que la symbolique du serpent, elle était ailleurs. C'est le mal. Le dragon ? Le serpent, dans la Bible en tout cas. Dans la Bible, oui. Dans la Bible, oui, mais on connaît beaucoup d'autres civilisations où c'était un initiateur, le serpent. En fait, il t'emmenait justement un peu d'épreuve en épreuve. Oui. Et puis, évidemment, la symbolique de sa mue, parlons-en, quoi. C'est un animal qui perd sa mue. Enfin, il y a vraiment une notion de renaissance, de cycle. Et l'Ouroboros, c'est exactement ça aussi. C'est pour ça que c'est un serpent, d'ailleurs. Oui, c'est drôle, tu illustres ce que tu disais tout à l'heure, c'est que tout symbole est ambivalent. Il peut être le plus, le moins, le noir, le blanc, le chaud, le froid, le bien, le mal, etc., etc. On le voit pour le serpent. Léa, le dragon tel qu'on se le représente aujourd'hui. Tout à l'heure, tu m'as posé une question et j'ai réagi naïvement. Tu m'as dit, pour toi, un dragon, c'est quoi? Et je t'ai décrit quelque chose avec qui crache du feu, avec 2 ailes, 4 pattes. Ce qui est très bizarre parce que là, je voudrais quand même dire un truc là-dessus. C'est que moi, à chaque fois que je vois un dragon qui a des ailes en plus de 4 pattes, là, on est très éloigné des schémas logiques du vivant. Et c'est pour ça que j'aime bien les dragons qu'on peut voir dans Game of Thrones. C'est que je les trouve beaucoup plus réalistes parce que si je dis pas de bêtises, en fait, que ce soit chez les chauves-souris ou chez les dragons de Game of Thrones, en fait, leurs ailes sont leurs bras avant modifiés en ailes, comme chez une chauve-souris. Ça, je trouve ça réaliste. Alors qu'un dragon qui aurait 4 pattes et en plus 2 ailes, je trouve ça extrêmement irréaliste. Parce que c'est pas du tout lié à une quelconque évolution. Tu vois ce que je veux dire ? Mais il y en a plein, justement. Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que c'est vraiment un être hybride, on en reparlera, mais il a les ailes d'une chauve-souris. C'est dit dans les textes. Oui, d'ailleurs, dans les ailes d'une chauve-souris, si on regarde bien, on voit bien les doigts. D'ailleurs, les chauves-souris appartiennent à un ordre qui s'appelle les chiroptères, dans lequel on reconnaît chiro qui veut dire la main. La chiromancie, c'est l'art de lire dans les lignes de la main. Les chiroptères, donc, tout simplement parce que ce sont des mains qui sont transformées en aigles, ou des bras qui sont transformés en ailes. Du coup, ça vient d'où, là, ces ailes de chauve-souris? Puisque tu me dis qu'au départ, il n'y avait pas d'ailes. Comment c'est arrivé dans l'équation, cette histoire d'ailes? Alors, il y a plusieurs étapes. Mais d'abord, ce que peut-être je peux te dire avant de te dérouler les étapes, c'est que le dragon, comme on se le représente, là, dont on vient de parler, c'est vraiment une fusion entre des monstres volants qu'on avait dans l'Antiquité et les créatures serpentiformes dont je te parlais au tout début de l'Antiquité. Donc, ça vient vraiment fusionner les deux. Maintenant, si je t'explique un peu en termes d'étapes, ça pourrait donner d'abord les 4 pattes. Elles arrivent, ou les 2 pattes, ça dépend les races. Ce qu'on vient de dire, ouais. Ça dépend les espèces de dragons. Les 4 pattes, elles arrivent vers le 15e à peu près, ce qui est quand même relativement tardif par rapport à l'idée qu'on s'en fait. Toutes les variétés de dragons ne gagnent pas des ailes, ça aussi c'est hyper intéressant, et ça peut être soit des ailes en plumes, soit des ailes de chauve-souris, dont on parlait tout à l'heure. Ouais, en peau donc. En membrane un peu, ouais. Ce qu'on appelle le patagium chez les chauves-souris. Et pourquoi en fait des ailes de chauve-souris d'ailleurs? Tu m'en parlais tout à l'heure, mais c'est parce que la chauve-souris elle vit la nuit et que la nuit elle est associée aux ténèbres et du coup
au mâle. Voilà, c'était vraiment, à l'époque, au Moyen-Âge, c'était assez binaire. Donc c'est des ailes de chauve-souris parce que c'est le mâle, le dragon, il va vraiment être une créature du mâle. Et comme je le disais, c'est au Moyen-Âge qui prend vraiment sa place dans notre bestiaire. L'incontournable Léonard de Vinci en a fait une description. Alors là, c'est aussi quelque chose de très éclairant, parce que Léonard de Vinci, lui, il s'affranchit un petit peu de ça. Il va vraiment proposer de voir le dragon comme une chimère. Il sait que c'est une bête imaginaire, donc il va prendre la tête d'un chien, les yeux d'un chat, les oreilles d'un hérisson, le museau d'un lièvre, enfin c'est n'importe quoi. Pour lui, le dragon, c'est surtout une chimère, en fait, c'est quelque chose d'insaisissable. Ouais, une chimère, hein, on rappelle, c'est un être composite. Le basilic, par exemple, Cocatrix, il y a plein de variantes. Ouais, on en reparlera, le basilic, il a beaucoup fait couler d'encre, et c'est passionnant. Mais Le basilic qui serait né, j'adore cette légende que je trouve assez comique en plus, qui naîtrait d'un œuf de poule couvé par un crapaud. Un œuf pourri. Un œuf pourri, pardon, Ouais. de poule couvé par un crapaud, c'est le pauvre. Non, mais vraiment, c'est un petit peu un feuilleton, quoi, un roman, un feuilleton Ouais. de l'Antiquité et du Moyen-Âge, enfin, surtout du Moyen-Âge. Mais par contre, c'est pas une chimère pour rien, en fait. Le dragon, c'est pas une chimère pour rien. C'est un être qu'on peut associer aux 4 éléments. C'est un être qui est hybride. Le fait qu'il ait des ailes, eh bien, il va pouvoir se déplacer dans l'air. Le fait qu'il ait son antre à l'entrée d'une grotte ou sous la terre, eh ben, ça montre qu'il dérive du serpent et qu'il est très proche des puissances chtoniennes. Et enfin, il va pouvoir aussi aller dans l'eau avec beaucoup de facilité. Donc, il est associé à l'eau. Et puis alors, voilà, je vous fais pas de dessin, il crache du feu. Donc le dragon est associé, c'est commode, aux 4 éléments de la nature, tu viens de le démontrer. Ouais. C'est Alien. Voilà. Je trouve que d'ailleurs, c'est fou, tu vas dans la pop culture, je trouve qu'Alien, d'une certaine manière, il reprend un peu cette symbolique du dragon quand on y pense. Parce qu'il y a un épisode d'Alien où on voit qu'il nage très bien. Évidemment, son espèce de sang qui est constitué d'acide, quelque part, me fait penser au feu, on va dire. Il est d'une telle agilité que, bon, alors certes, il vole pas, mais il se déplace, enfin voilà, etc., etc. Donc, et puis, ouais, il est un peu serpentiforme, Alien aussi, il a une longue queue, etc. Donc, quelque part, pour moi, Alien, c'est un avatar du dragon. Léa, on va enchaîner sur une autre étape importante de cet épisode, de cette série. C'est tout simplement savoir comment naît un dragon. Dans quelles circonstances? Et là encore, par exemple, là, à nouveau, si on regarde Game of Thrones, on voit qu'ils naissent du feu. Est-ce que c'est toujours le cas? Quelles sont les conditions pour faire naître un dragon? Alors, les conditions, tu as très bien dit, c'est le feu. En fait, ils naissent du feu. Ça, c'est un très grand homme de l'Antiquité qui s'appelle Isidore de Séville donc, qui nous dit qu'il va naître en Éthiopie ou en Inde, simplement parce que c'est des pays où on pensait qu'il y avait une énorme fournaise, et donc il ne pouvait naître que de là, puisque ce sont des êtres qui étaient associés au feu. Dans son livre 12, Isidore de Séville, dans le chapitre 4, il va parler justement des serpents et des dragons, et il va nous dire « Les dragons sont les plus grands des serpents et de tous les animaux terrestres. L'Éthiopie engendre de tels monstres en raison de la brûlure de son climat. » Et là, on voit vraiment le lien entre la naissance du dragon qui ne peut naître que dans des pays où il fait très 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 chaud. Et ça revient beaucoup avec le fait qu'on associait l'Afrique et l'Orient à vraiment un vivier de créatures imaginaires, puisque c'était des trucs très exotiques, très éloignés. Ouais, il y avait de vrais éléphants, de vrais crocodiles, et j'imagine que malgré tout, il y a des cadavres de ces animaux, ou peut-être des cornes, des défenses d'éléphants, des morceaux de crocodiles qui sont arrivés jusqu'en Europe, et peut-être ça a entretenu toute cette légende. Ouais, c'est un imaginaire très riche, l'Orient, pour l'Occident, justement, à l'époque. Léa, il est temps qu'on enchaîne sur une typologie des dragons et de voir que effectivement c'est un peu ce que tu as distillé là depuis le début de notre conversation. Il y a différents types de dragons. Tu as parlé de race, c'est un mot qui m'a fait sourire parce que je rappelle qu'une race techniquement ne peut être que le produit d'un élevage et d'un commerce humain. Pour tout le reste, dès qu'il est question de sauvages, et on imagine que c'est le cas des dragons, hein, qui malgré tout peut-être peuvent être élevés, je ne sais pas, tu nous le raconteras dans certains mythes, mythologies, mais bref, race, c'est domestication, élevage, commerce. Pour tout le reste, on parle d'espèces. Donc bref, tout ça, de toute façon, vu qu'on parle d'une créature imaginaire, ça ne s'applique pas. Hein. Mais quels sont les différents types de dragons? Tu as fait des super catégories. D'abord, les plus classiques, ceux que tout le monde se représente. Parmi les dragons ailés et donc reptiliens, le premier que tu as noté, c'est le viverne. Ouais, c'est une typologie d'espèce de dragon qui a 2 pattes, et pas 4.
qui a les ailes dont on parlait de la chauve-souris, la queue longue et parfois, et ça revient aussi beaucoup dans les images, dans les enluminures, une queue avec un petit aiguillon à la fin. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver surtout dans les armoiries, des emblèmes héraldiques pour aller partir faire la guerre et faire peur à son adversaire. Ouais, je vois que tu as mis les légendes arthuriennes aussi. Ouais, les légendes arthuriennes. Il y a un deuxième type, dans ce super type des dragons ailés et reptiliens, qui lui ressemble, c'est le Draco. C'est le dragon classique, et la grande différence, c'est que lui, il a 4 pattes. Ouais, alors lui, il a 4 pattes, et c'est un peu celui qu'on se représente comme ce dont on parle depuis tout à l'heure. C'est lui qui va souffler du feu. Il garde les ailes de chauve-souris parce qu'on le rappelle, il est associé au mal, à la créature de l'enfer. Et il va garder des trésors, et là on pense à Smaug dans Le Hobbit, par exemple, vraiment assis, endormi au milieu de toutes ces pièces d'or. Ouais, ou au fameux Fafnir de la légende de Siegfried dans la mythologie nordique, ouais. Qui garde un trésor lui aussi. Et typiquement, tu dis que c'est le dragon de Saint-Georges ? Et ouais, le dragon de Saint-Georges, dans l'iconographie, si vous allez voir au musée, Saint-Georges, il est souvent représenté en train de tuer un dragon de ce type-là. Léa, la deuxième grande catégorie de dragons, ce sont les dragons terrestres et aquatiques. Et le premier exemple que tu donnes, c'est la Vouivre, qui a fait l'objet d'un film d'ailleurs avec, je sais pas si tu sais, Lambert Wilson. Oui, j'ai entendu parler de ce film, je l'ai pas vu, mais j'ai vu longtemps l'affiche, elle m'a beaucoup marqué d'ailleurs, l'affiche de promotion de ce film, je sais pas pourquoi. Et du coup, c'est très intéressant de voir que ça fait référence à un grand pan de notre imaginaire. Alors la Vouivre, ok, c'est comment la Vouivre ? Alors là, on s'embarque dans une catégorie vraiment super intéressante qui va être liée à la femme en fait. C'est plutôt une créature qui est femelle, en tout cas liée à la femme, et le fait de lier le serpent, le dragon et la femme, le démon tentateur. Ouais, il y a la Bible. Il y a pléthore de choses dessus, et pas que dans la Bible d'ailleurs. Je sais pas si tu connais Mélusine. Oui, la fée Mélusine. Ouais, qui est mi-femme, mi-serpente. On voit vraiment que et qui change, qui devient, non ? En fait, c'est alors Mélusine, c'est une fée. Ouais. Certains vont l'appeler sorcière, mais bon, c'est quand même plutôt une fée. Et elle fait un pacte, elle rencontre un homme, il veut se marier avec elle, elle lui dit ok. Mais par contre, tous les samedis, tu me laisses tranquille. Et tous les samedis, en fait, elle prend son bain et elle a sa queue de serpent, quoi. Et évidemment, un jour, il s'appelle Raymondin, il va ouvrir la porte, il va la voir en serpente, et là, elle va s'envoler. Donc elle a aussi des ailes, en fait. Elle va s'envoler, elle va partir, et plus jamais il la reverra, parce qu'il aura percé son secret, quoi. Et ça symbolise quoi ? C'est une histoire comme ça ? Qu'il faut laisser les femmes tranquilles quand elles prennent leur douche ? Ah, tu sais, c'est ce grand truc de serment, en fait. Ça symbolise l'interdit, en fait, le passage de l'interdit. Qu'il faut respecter l'interdit, ou au contraire, parce que tu trouveras plein d'histoires où justement il faut dépasser l'interdit, aller voir ce qu'il y a derrière, de l'autre côté de l'horizon. Ah oui, bien sûr, mais là, Mélusine, elle avait demandé expressément de ne pas être dérangée. C'était un peu leur pacte, tu vois, de respect mutuel, quoi. D'accord. Donc je vois que la Vouivre, tu la situes dans le Jura et dans la Franche-Comté. Tu me parles aussi d'un joyau protecteur. Ouais, alors associer un joyau à une créature de ce type-là, c'est aussi quelque chose qui revient souvent. Souvent l'émeraude, d'ailleurs, j'ai l'impression, moi, dans tout ce que j'ai lu, c'est souvent l'émeraude qui revient. Et c'est aussi, on en parlera, quand on tue des dragons, on tue les dragons pour quelque chose, et parfois pour la pierre. Oui, et on voit que c'est ce qu'on a dit déjà avant, Fafnir et tout ça, ils gardent des trésors. On revient au Seigneur des Anneaux, de Tolkien, etc. Mais il a été hyper inspiré. En fait, Tolkien, il était prof de littérature anglo-saxonne, donc il connaissait tout ça par cœur. Il a été hyper inspiré par tous ces écrits-là médiévaux, etc., dont on parlera un peu plus tard. Il connaissait ça sur le bout des doigts. Il enseignait le vieux norrois à l'université d'Oxford. C'est quoi le vieux norrois ? C'est un ancien dialecte germano-scandinave. Ok. Intéressant. Donc, alors on n'a pas fini nos dragons terrestres et aquatiques. Tu viens de parler de la Vouivre qui est le plus féminin des dragons. On l'a vu, il est associé à une créature en forme de serpent qui se transforme, etc., mais très lié à la femme. Ce qui me fait penser d'ailleurs aux incubes et aux succubes. Ouais. Tu sais, dans la démonologie, alors on va pas faire trop de digressions, mais il y en a un, alors si je dis pas de bêtises, le succube, c'est un démon féminin qui vient s'accoupler la nuit avec des mâles. Et l'incube, c'est un démon masculin, si je dis pas de bêtises, qui vient posséder les femmes la nuit, incube, succube. Bon, qu'on devine ailé et qu'on devine un peu lié peut-être à nos histoires de dragons. Je sais pas si tu as un avis sur les incubes et les succubes. Tu es plutôt incube, tu es plutôt succube, toi ? On m'a plutôt dit que j'étais une succube, moi. Ok. Non, mais ça me fait vraiment penser aux créatures antiques aussi. Je sais pas si tu connais la lamia. Oui, qui a donné la lamie. Et qui fait que les requins, il y a certaines espèces de requins qui portent ce nom parce qu'ils étaient associés à ce monstre, la lamie, qui était un monstre marin.
Alors ouais, et dans l'Antiquité, c'était carrément une créature qui venait justement posséder, enlever des enfants. Enfin, c'était un peu un truc terrifiant. Moi, j'en avais fait quelques études pour Halloween. C'était vraiment une créature serpentiforme femelle. Et là, pour celles et ceux qui nous écoutent, hein, encore une fois, moi, ma boutique, mon fonds de commerce, qui est un mot horrible, mais c'est le vivant. Effectivement, l'ordre, par exemple, du grand requin blanc, de plein d'espèces de requins, ce sont les lamniformes. Et ce lamniforme vient de la lamie, qui était un monstre de l'Antiquité. Alors, j'en reviens au dragon terrestre aquatique. À part la vouivre, tu m'as indiqué la guivre. Oui, alors ça, j'aurais dû peut-être même te mettre que c'était une variante de la vouivre. Oui, en on fait. reconnaît d'ailleurs, c'est un peu le même nom, Oui, vouivre, voilà. guivre. Donc là, c'est plutôt associé à certains récits de folklore médiévaux et plutôt français. Donc là, voilà, on rentre vraiment dans des choses qui sont un peu plus circonscrites à des territoires, quoi. Ouais. Allez, troisième super catégorie de dragons, après les dragons classiques, hein, que tout le monde se représente, les dragons et les reptiliens. On a vu Viverne, Draco, dragon classique. Ensuite, tu viens de nous parler de la vouivre, tous ceux qui sont terrestres et aquatiques, effectivement liés aux marais, etc., avec une espèce de ascendant féminin, enfin une consonance un peu féminine. Troisième catégorie, les dragons venimeux et pétrifiants. Ouais, là, ça rigole pas. Et là, le premier, le chef de file, c'est notre basilic. Ouais, alors le basilic, c'est une créature qui va être à la fois le coq, à la fois le serpent, à la fois une queue un petit peu hybride. Et surtout, avec le basilic, ce qu'il faut retenir, c'est que son regard peut tuer. Pétrifié. Ça dépend de comment il est découvert et ça dépend s'il est découvert lorsqu'il naît. Là, ça ne sera pas toujours la même chose. Et globalement, justement, sur sa naissance, eh ben, il est né d'un œuf de serpent couvé par un crapaud. Et un œuf d'ailleurs pourri, souvent lié aux excréments d'ailleurs dans les textes que j'ai lus. Je précise, puisque c'est mon rôle pour faire un lien avec le vivant, il y a une espèce qui existe en réalité, bien sûr, qui s'appelle le basilic. Son surnom, c'est le lézard Jésus-Christ. J'en parle dans ce bouquin Nomen que tu m'as fait l'honneur d'acheter et de lire. Eh bien, le basilic, il a un pouvoir extraordinaire, c'est que c'est un reptile qui est capable de courir sur l'eau. Il vit souvent près de l'eau et dès qu'il a un danger, il se laisse tomber sur la rive et il traverse la rivière en courant très vite avec ses petites pattes là en mode bipède. Et le basilic, voilà son surnom, lézard Jésus-Christ. Donc on voit qu'il y a encore un lien entre ce type de dragon et une espèce qui existe réellement. C'est tout l'enjeu de la série qu'on est en train de faire. C'est Jésus qui marche sur l'eau, quoi. Ça m'a fait penser à ça. Mais oui, oui. C'est pour ça qu'il a été... Non mais tu vois, l'humour des naturalistes. Non mais ils sont trop forts. Ok, dans les venimeux et pétrifiants, tu as d'autres noms. C'est Tarasque et Biccione. Je ne sais pas comment on prononce Biccione, Tarasque. Que sont-ils ? Alors la Tarasque, elle est hyper connue, notamment avec Sainte-Marthe en Provence. C'est un monstre qui a été vaincu par Sainte-Marthe. Et alors là, on dit qu'il a souvent une carapace, parfois une tête de lion. Ça dépend vraiment des récits sur lesquels on s'appuie pour les enluminures. C'est les traces qu'on en a. Et le Biccione, c'était sur la bonne piste, puisque c'est assez lié à l'Italie. Alors là, c'est un serpent avec une tête de dragon et dans les représentations, eh bien, il est en train d'avaler ou de donner naissance, selon ce qu'on veut lui faire dire, à un enfant. Ça, c'est vraiment un symbole qu'on peut voir notamment sur les plaques des Alfa Romeo, des voitures, puisque c'est une relique de ce serpent-là. D'ailleurs, le Biccione, vous pouvez le trouver sur les voitures, les Alfa Romeo. En fait, le logo de cette marque automobile, ça renvoie à cette légende-là, parce que selon la tradition médiévale, qui était le blason de ceux qui ont fondé Alfa Romeo, hein, c'est souvent comme ça que ça se passe, eh bien, le serpent qui avale une personne, ça symbolisait soit la victoire sur un ennemi, mais aussi, comme pour le serpent, la renaissance et la réincarnation. Donc une bagnole qui va peu souvent au garage, quoi, enfin qui s'auto-répare d'une certaine manière. Ok, Biccione, ok. Tu me parles de Dante, l'enfer de Dante. Quoi, le Biccione, il est aussi dans l'enfer de Dante, dans la Divine Comédie ? Bah ouais, parce qu'en fait, c'était donc, comme je te le disais, un emblème d'une famille. Et ça va caractériser différents types de personnes dans la Divine Comédie, puisqu'en fait, il fait référence à plein de gens de son entourage proche et plus lointain, quoi. Il y a un autre être qui rentre dans cette catégorie des dragons venimeux et pétrifiants, hein, dont le chef de file, on l'a dit, c'était le basilic. C'est le Cocatrix, qui a une tête de coq, hein, on le reconnaît dans son nom, Cocatrix, tête de coq, aile de chauve-souris, corps de reptile, incroyable. Qui est ce Cocatrix ? Eh bien, comme tu le dis, il est décrit comme tel et souvent, il est confondu justement avec le basilic. Dans les bestiaires médiévaux, c'est pas toujours très clair, hein, mais ce qu'on peut dire, c'est que le basilic, on va plutôt l'associer au reptile et le Cocatrix
comme il a une tête de coq et aussi souvent des ergots de coq, ça va plutôt être lié à l'oiseau. Voilà. Ouais, c'est fou. Là, je suis en train de regarder vite fait le cocatrix. C'est intéressant. Pline en parle. œuf pondu par un coq, couvé par un crapaud. Donc déjà, un coq qui pond un œuf, c'est pas mal, pour ceux qui suivent, hein, c'est un mâle, le coq. Le folkloriste Lénel de la Salle rapporte au 19e siècle que les œufs d'où naissent les cocadrilles, parce qu'il y a plein de variantes sur ce nom, ont la taille des œufs de merle, sont presque ronds, mais n'ont pas de jaune. Ils sont nommés œufs de Jaux ou cocards. Et les paysans leur attribuaient toutes sortes de propriétés malfaisantes que les sorciers et les sorcières étaient recherchés pour faire leurs potions, j'imagine. Léa, on n'a pas fini notre typologie des dragons, on a bientôt fini. Je récapitule ce qu'on a déjà vu. Il y a tous ceux que tout le monde se représente, les dragons et les reptiliens, type Game of Thrones, les dracos, vivernes, etc. En 2, on a vu avec toi les dragons terrestres et aquatiques, chef de file, la vouivre, les dragons un peu serpentiformes, liés à l'aspect féminin, etc. En 3, on vient de voir ceux qui sont venimeux et pétrifiants, et là ce sont les basiliques, les tarasques, les cocatrix. Eh bien, en 4, maintenant, tu vas nous parler de ces dragons démoniaques et infernaux, chef de file, Léviathan et dragon de l'Apocalypse. Oui, là, on entre dans la partie un peu solennelle du dragon, un peu très liée finalement à la religion, à la mythologie, mais à tout ce qui va être actant du mal, quoi, finalement. Le Léviathan, d'abord, c'est un monstre qui est associé à la fin des temps dans l'Apocalypse. Et on en a aussi un exemple dans le livre de Job, dans l'Ancien Testament. Mais il va être plutôt lié à l'eau. D'ailleurs, tous les tableaux qu'il représente vont le représenter souvent dans la mer ou dans l'océan, dans une tempête. Voilà, ça va être en général sa représentation. Et on a aussi l'autre grand chef de file dans la religion, c'est le dragon de l'Apocalypse. C'est celui qui a 7 têtes et 10 cornes. C'est celui que va combattre l'archange Michel dans l'Apocalypse. Et c'est Satan, en fait. Là, c'est clairement un avatar de Satan. Et donc c'est très lié au texte très connu de Saint Jean, qui est l'Apocalypse. On a vu 1000 choses avec toi dans les épisodes précédents. On a vu qu'il y avait différentes typologies de dragons. On avait vu qu'ils étaient apparus très tôt dans l'histoire de l'humanité. On a vu qu'ils étaient quasiment apparus au début de notre ère géologique actuelle, il y a 12 000 ans quasiment, c'est ce que tu as dit. Les premières traces sont en Turquie. Bon, je renvoie vers les épisodes précédents. Et là, j'avais envie d'aborder avec toi ce que tu nous as dit au tout début, quand je t'ai présenté. Tu m'as dit que quand on fait de la sémiologie, c'est ton métier. La sémiologie, c'est cette étude des signes et des symboles. Tu as dit que tout symbole, tout signe était ambivalent. C'est-à-dire qu'il peut dire une chose et son contraire. Et là, typiquement, c'est ce qu'on va voir à propos des dragons, puisque tu vas nous détailler les différences entre le dragon occidental, qui est plutôt monstrueux, qu'il faut combattre, qu'il faut tuer, et le dragon oriental, qui est plutôt un symbole de sagesse, de pouvoir et même de bienfaisance. Oui, tout à fait. Alors, entre le dragon occidental et oriental, il y a comme 2 énormes pans symboliques qui sont différents. Si on va en Orient, on va retrouver un peu ce qu'on disait dans les premiers épisodes du dragon qui est lié à l'eau, notamment lié à la fertilité. Et en Orient, ça va être quelque chose qu'on va évoquer pour la prospérité, pour les moissons. Et donc le dragon va vraiment symboliser cette énergie cosmique, quoi, ce qui un peu régule l'univers. D'ailleurs, dans les mythes et les légendes chinoises, on croyait que les dragons ils contrôlaient la météo. C'est quelque chose qu'on voit vraiment assez peu dans notre imaginaire occidental. Ils pouvaient contrôler le vent, la météo, les sources d'eau, évidemment, la pluie. Et du coup, la pluie à laquelle il était associé, c'était forcément associé à une bonne récolte pour les agriculteurs. Et aussi, ce qui est très frappant en Orient, c'est que les souverains les ont souvent invoqués pour avoir des origines mythologiques et mythiques. C'était des garants du pouvoir. En fait, se dire fils de dragon, c'était vraiment s'incarner comme le souverain qui descend du ciel, quoi. Je ne veux pas tout ramener à Game of Thrones, mais Martin, il s'est inspiré de ça, puisque les fameux Targaryens sont très liés aux dragons. Il les élève, il les protège, vice-versa. Oui, c'est des instruments de pouvoir, en fait, même. Léa, ces dragons orientaux, ils sont aussi souvent associés à la religion, mais là, toujours pareil, ils n'ont pas ce rôle de représentant du mal qu'ils ont dans les églises chrétiennes, par exemple. Ils sont plutôt autre chose. Par exemple, si tu vas je pense qu'en ville, dans certains restaurants, ils reprennent cette iconographie-là, ou dans certains magasins asiatiques, tu vas retrouver 2 dragons à l'entrée.
Et ça, c'est vraiment le gardien qui va assurer la bonne prospérité de l'endroit. Et tu rentres dans un espace qui est aussi un peu sacralisé quelque part. Intéressant. Tant qu'on parle de dragons et d'imaginaire oriental, il y a une très belle légende qui est liée aux 4 grands fleuves, aux 4 plus grands fleuves de Chine, dans laquelle les dragons ont une place prépondérante. Et oui, parce qu'en fait, les 4 fleuves, c'était jadis 4 dragons. Tu avais le dragon noir, le dragon long, le dragon perlé et le dragon jaune. Et on en revient justement aux dragons qui maîtrisent un petit peu la météo, puisque la légende, c'était une famine, enfin une sécheresse plutôt, qui s'abattait sur un territoire. Et les dragons ne comprenaient pas et ne voulaient pas laisser les agriculteurs mourir de faim. Donc ils se sont dit qu'ils allaient puiser dans la mer et faire des allers-retours pour faire comme une pluie pour les cultures des agriculteurs. Et ils ont eu des problèmes évidemment avec l'empereur qui n'était pas du tout d'accord. Oui, ce qu'on appelle l'empereur de Jade, qui était l'entité qui régnait sur tout ça, et les rois dragons étaient inféodés finalement à cet empereur de Jade, il fallait qu'il demande la permission, et en gros il s'en foutait un peu, l'empereur de Jade, et ces rois dragons ont aidé les hommes sans la permission de l'empereur de Jade, et ils ont été punis. En fait voilà, ils ont été punis et ils ont été mis sous des montagnes finalement. Et comme ils voulaient permettre aux humains de ne jamais manquer d'eau, eh ben, ils se sont transformés en fleuves. Et donc, de chacune de ces montagnes, eh ben, maintenant coule un fleuve. Oui, c'est fou. Et ces 4 grands fleuves de Chine, le Heilongjiang dans le nord, le Wanghe, ou le fameux fleuve jaune au centre, il y a le Yangtze-kiang, le fameux fleuve bleu au sud, et le Xiqiang en Chine, plutôt méridionale. Voilà la légende qui est liée au dragon et qui est aussi liée à ces 4 grands fleuves. Elle est quand même fantastique. Elle est trop belle. Léa, maintenant qu'on a compris cette grande différence entre l'Orient et l'Occident, qui vaut aussi pour plein d'autres espèces, hein. Par exemple, il n'y a pas loin de 5% de la population mondiale qui est arachnophobe, qui a peur des araignées, et tu sais très bien que dans tous nos films, dans tous nos romans, dans beaucoup de... Je pense, encore une fois, même dans Tolkien, là, on en parlait tout à l'heure, il y a encore une araignée, elle est encore géante, elle est encore monstrueuse, et elle veut encore tuer tout le monde. Mais dans d'autres pays, je pense à l'Afrique, ou je pense encore à l'Asie, les araignées sont plutôt bien vues, sont plutôt respectées, des symboles de sagesse, des symboles de patience. Je te rappelle que dans le Coran, puisqu'on parle beaucoup du christianisme, l'araignée est plutôt respectée, plutôt révérée, puisqu'à un moment donné, Mahomet s'enfuit, il rentre dans une caverne, et là, il y a une araignée qui tisse une toile sur l'ouverture, et du coup, ses poursuivants se disent, bah non, il peut pas être là, vu qu'il y a une toile d'araignée, et bim bam. Donc, tu vois, tout ça pour dire, on revient à ce que tu as précisé, ce que tu as la sagesse de préciser dès le début, c'est que tout signe, tout symbole, toute légende est ambivalente. Elle peut être blanche, noire, bénéfique, maléfique, etc. Et là, on le voit encore sur ce dragon qui est plutôt bien vu en Orient et plutôt un symbole de grand malheur et de grande cruauté, de mille autres choses en Occident. À présent, Léa, si tu es d'accord, on va continuer à explorer le symbole finalement. La question toute bête que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi on doit rencontrer des dragons si ce sont... Pourquoi on doit aller au devant des dragons si ce sont des créatures si terrifiantes, voire ultra dangereuses? Pourquoi ça? Justement, à l'inverse de ce qu'on vient d'exprimer par rapport à la Chine, où là les dragons se soucient vraiment du bien-être humain finalement, ici en Occident c'est plutôt le contraire. C'est souvent les dragons qui mettent à sac des régions et donc il faut sauver ces régions-là, sauver les peuples qui sont un peu soumis à cette épreuve. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit aussi dans le Hobbit avec Smaug à un moment donné, quand il est au-dessus du village et qu'il commence à cracher du feu partout. Finalement, c'est la population qui en est victime. Et donc, aller au-devant d'un dragon, c'est un exploit héroïque. C'est aussi libérer un peuple, c'est aussi se faire un nom. C'est plein de héros qui sont illustrés comme ça. Et aussi, parfois, c'est une quête. C'est une quête pour aller chercher... des artefacts, on va dire, qui pourraient être soit, par exemple, la draconite, ce qu'on appelle la draconite, qui a été, au moment de la vague des cabinets de curiosité, un petit peu quelque chose qui a pris beaucoup d'ampleur, et beaucoup de fausses draconites. En tout cas, c'était la pierre qui était censée être à l'intérieur du crâne du dragon et qui était une pierre précieuse. On a aussi son sang. Alors ça, c'est notamment en lien avec l'épisode de Siegfried et Fafnir. Siegfried se baigne dans le sang du dragon et il devient invulnérable. En fait, il devient invulnérable et même mieux que ça, à partir du moment où il a le sang du dragon sur lui, il peut comprendre le langage des oiseaux qui lui permet de ne pas se faire attraper par ses poursuivants, puisque les oiseaux le préviennent, en fait. Donc le sang va pouvoir lui permettre d'avoir une espèce d'omniscience, quelque part. Ouais. C'est dingue, je vois que dans l'alchimie, on considérait que le sang de dragon pouvait durcir les métaux et ramollir les diamants.
la matière la plus dure sur Terre. Ouais. En alchimie, justement, le dragon, il a aussi une grande place parce que il est associé aussi à tout cet aspect de nigredo, c'est-à-dire d'œuvre au noir où on doit tout détruire. Et donc, quand il crache du feu, on a bien compris qu'il allait tout détruire. Donc ça, c'est très intéressant. On a aussi son cœur. Comme Siegfried, encore une fois, le manger, c'est faire un acte de bravoure, c'est aussi s'illustrer comme un héros qui ose manger le cœur de la bête qu'il vient d'abattre. Parfois aussi, dans certains textes, il y a sa langue, et surtout, on a un commerce aussi d'os et de dents de dragon que l'on peut réduire en poudre. Et là, ça va être, au niveau des apothicaires, souvent au Moyen-Âge, ça va être quelque chose d'assez apprécié. En tout cas, un grand trafic d'os et de dents de dragon réduits en poudre, c'est quelque chose qu'on trouve aussi avec la licorne. Ouais, tous ces artefacts, comme tu dis, c'est-à-dire tous ces objets, me font penser aux glossopètres. Tu connais les glossopètres ? Non. Tiens, ça c'est un mot que je vais t'offrir. En fait, à la base, on va tout de suite casser le suspense, les glossopètres, ce sont des dents fossiles de requins. En fait, techniquement, c'est ça. Là, c'est pas du tout dans la légende, c'est-à-dire que ça ressemble vraiment à des dents de requin, c'est en pierre, donc ce sont des dents fossilisées de requin, c'est ça. Mais les anciens, qui ignoraient l'origine de ces pierres, pensaient qu'elles tombaient du ciel ou de la lune. Et donc, immanquablement, les sages de l'Antiquité, vu qu'elles ont une forme en V, tu vois comment c'est, une dent de requin, c'était interprété comme des langues fourchues de dragons ou de serpents qui avaient été pétrifiés, d'où le nom de glossopètre. J'ai bien dit langue de dragon fourchu pétrifié. Tu vois, glosso, c'est la langue, glossolalie, tu vois, glossaire, tout ça. Et pètre, on reconnaît l'idée de pierre, glossopètre, voilà. Et alors, c'est pas fini, elles étaient utilisées comme remède pour traiter les morsures de serpents, figure-toi, réduites en poudre, bien sûr. Et les aristocrates, les aristos, les portaient en pendentif ou comme porte-bonheur. Il y a toute une histoire de ces glossopètres. Et les plus grosses glossopètres, tu t'en doutes peut-être, sont les dents du mégalodon, qui font la taille d'une assiette, pour les plus grosses dents. Pardon, je t'ai interrompu. Et non, mais écoute, j'avais terminé sur ces artefacts, mais je voulais aussi te parler du fait que, on utilisait les dragons pour faire la guerre, un peu comme dans Game of Thrones, comme tu disais tout à l'heure. C'est vraiment une monture, quasiment, que vont utiliser les Targaryens, qui sont un peu les gardiens des dragons. Et c'est quelque chose qui existe aussi avant Game of Thrones, avant J.R.R. Martin, qui, lui, s'inspire vraiment de grandes traditions médiévales. Et voilà, c'est quelque chose dont il avait forcément conscience. Par exemple, dans la littérature orale aussi, on va retrouver notamment des femmes, une fée qui s'appelle la Fée Violente, dans un recueil de Madame d'Aulnoy, une femme du XVIIe, eh bien, elle va se servir d'un dragon qu'elle va vraiment, mais alors soumettre. Alors, elle va pouvoir le monter, mais elle va aussi pouvoir lui dire, voilà, tu vas mettre à sac tel et tel endroit, telle et telle personne, un peu comme Daenerys dans la série quand elle dit Dracarys et que les dragons crachent le feu. Exécute tous ceux qui n'ont pas fait leur mission. Exactement. Et du coup, dans la littérature orale, on avait déjà des exemples de tout ça. Ouais, c'est là qu'on voit que le gars, il a rien inventé. Et ce qu'il a fait, c'est très bien, mais il a puisé à d'autres sources qui préexistaient. Ok, donc le dragon sert à faire la guerre. Ils se battent aussi entre eux. Ouais. Et là, tu mentionnes... Ah bah tiens, on est en plein tournoi Destination à l'époque où on enregistre. Je rappelle qu'on est début mars 2025. Et moi, j'aime bien situer les dates d'enregistrement des émissions dans le temps. Et on est en plein tournoi Destination. J'imagine que comme moi, tu adores le rugby. Oui. N'est-ce pas ? Ah oui, c'est un petit oui, ok. Et qu'il y a une trace de ces dragons sur le drapeau du Pays de Galles, Wales, dont un autre symbole par ailleurs est le fameux poireau. Je sais pas si tu étais au courant, je vois que tu fais oui de la tête. The Leek, en anglais. Oui, alors j'adore cette histoire parce que c'est directement une histoire médiévale. Puisque, en fait, ce dragon rouge qui est sur le drapeau du Pays de Galles, normalement, il vient avec un dragon blanc. En fait, dans les textes. C'était en fait une bataille entre deux dragons qui commençait à être un peu dérangeante en fait pour les gens qui étaient là puisque c'était sous terre et ça commençait à faire trembler en fait le sol. Surtout qu'à l'époque il y avait un roi qui s'appelait Vortigern qui voulait faire construire son château. Sauf qu'en fait, il faisait construire, et puis à chaque fois que les dragons ils se battaient entre eux, ça ruinait le chantier, quoi. Voilà, ça ruinait complètement. Et donc, à un moment donné, il s'est dit, bon, ça suffit. Je vais appeler la personne la plus compétente, c'est-à-dire Merlin. Merlin qui va pouvoir comprendre ce qui se passe et pourquoi mon château ne veut pas se construire. Et donc, Merlin arrive,
et va comprendre qu'en fait il s'agit de 2 dragons, va les libérer. Une fois libérés, donc on assiste à un combat cette fois-ci dans le ciel, et c'est le dragon rouge qui l'emporte, et c'est pour ça qu'il est sur le drapeau du Pays de Galles. Léa, tant qu'on y est, Oui. tu parles de Merlin. Je rappelle que le nom de famille du fameux roi Arthur, c'est Pendragon. Tout à fait, ouais. Et à l'époque, c'était souvent très important de se représenter en lien avec, comme je le disais, des créatures mythiques qui pourraient assurer vraiment la légitimité du pouvoir, quoi. Je sais pas si tu es au courant, mais Arthur, l'origine de ce prénom est incertaine, mais on la rapproche du celte Arthos qui veut dire l'ours. Donc Arthur, c'est le roi ours. J'imagine que toi qui es cette spécialiste de sémiotique, tu sais que pendant longtemps, le roi des animaux en Europe n'était pas le lion, c'était l'ours. Il a été remplacé par le lion au Moyen-Âge. On ne connaissait pas trop les lions. Il y avait des lions en Eurasie à l'époque encore. Ils ont été quasiment exterminés depuis. Je rappelle qu'il reste des lions sauvages en Eurasie, en Inde, dans un parc qui s'appelle Gyr, G-Y-R. Bon, je ne vais pas aller trop dans les détails, mais juste pour dire que Arthur, voilà, c'est le roi ours, et Pendragon, c'était son nom de famille. Donc en gallois, Pen, c'est la tête, hein, c'est le même mot en breton. Hein, on reconnaît ses origines celtes. Pendragon, donc c'est la tête de dragon, et c'est exactement ce que tu as dit, qui aurait d'abord été porté par son père, Uther, puis par Arthur lui-même. Et voilà, chez les Celtes, ce dragon était un symbole royal et guerrier important, c'est ce que tu as dit, c'était se donner de l'importance, tout simplement. Et quoi de mieux pour ça qu'une tête de dragon ? Léa, on va enchaîner sur les différents rôles des dragons. Les dragons, ils servent aussi, et on en a déjà parlé, à garder des trésors. Et là, je pense à Smaug, dans le Hobbit, tu en as déjà parlé, c'est le moment de nous détailler ça. Et oui, dans le Hobbit, il y a cette scène vraiment formidable où Smaug est endormi et carrément enseveli sous les pièces d'or, les objets précieux, etc. Et donc, un des hobbits va venir lui essayer de lui dérober l'anneau qu'il garde. Non, c'est pas l'anneau. Non, c'est une pierre. C'est une pierre. Oui, c'est la pierre qu'il va essayer de lui dérober. Et ça s'explique, cette fonction un peu du dragon qui garde le trésor, par son lien, comme on le disait, avec le monde souterrain. Parce que il est associé à ce monde-là, et du coup, il en connaît tous les recoins. Et donc, il va pouvoir cacher... Enfin, voilà, il est maître vraiment de cet espace-là délimité. Cet univers de Tolkien, hein, peut-être que les auditories se sont passionnés aussi par Tolkien. Le Hobbit en question, c'est Bilbo Bessac en français, Bilbo Baggins en anglais, et il vient dérober cette pierre qui s'appelle l'Arkenstone, Oui. ou pierre arcane en français. Et qu'est-ce que c'est que cette pierre ? Eh bien, c'est un joyau légendaire d'une beauté incomparable qui a été découvert au cœur de la montagne solitaire Erebor, dans l'univers de Tolkien, par les nains de Durin. Elle brille d'une lumière propre, semblable à celle des étoiles. Elle est considérée comme un trésor inestimable par les nains, et notamment par Thorin, écu de chêne, qui la voit comme un symbole de son droit au trône, d'accéder au trône d'Erebor. Et pourquoi Bilbo y pique cette pierre-là, qui est le grand trésor, parmi les trésors que garde et conserve Smaug ? Eh bien, c'est parce qu'à la fin, il l'utilise pour négocier la paix entre Thorin et les hommes d'Esgaroth, ce fameux village sur pilotis, là, le bourg du lac, et aussi les elfes de la forêt. Voilà, c'est une pierre qui a des vertus réconciliatrices et qui va permettre d'éviter une guerre. Léa, il y a autre chose que je voudrais aborder avec toi dans cet épisode qui est très important, c'est le lien entre les dragons et les femmes. Pourquoi c'est important ? C'est important parce que même si pour nous, assez vite, on associe les femmes et le dragon à Game of Thrones, parce que Daenerys, c'est vraiment sur grand écran la femme associée au dragon, la mère des dragons en fait. Hein. C'est comme ça qu'elle est même appelée. Mais en fait, ça existe depuis longtemps. Et moi, je trouvais ça intéressant de venir un peu détricoter l'héritage de tout ça. Alors d'abord, on a dans l'histoire et l'iconographie chrétienne, on a 2 femmes qui n'ont pas du tout le même lien au dragon, et ça c'est très intéressant. On a Sainte Marguerite, elle aurait été avalée par un dragon. Oui. En fait, elle aurait été avalée par le dragon alors qu'elle était emprisonnée, et grâce à un signe de croix, elle aurait fait éclater le ventre du monstre, et elle en serait sortie intacte. Donc c'est vraiment une scène qui va servir au christianisme à symboliser la victoire spirituelle sur le mal. Voilà, c'est assez classique. D'ailleurs, ça fait d'elle une protectrice des femmes enceintes. On comprend tout de suite pourquoi.
Et après, on a Sainte Marthe. Et là, Sainte Marthe, c'est pas du tout la même chose. Sainte Marthe, c'est une sainte qui va dompter le dragon. Et sur les enluminures et les iconographies, elle le tient même en laisse. Elle va vaincre la Tarasque. Du coup, c'est une typologie de dragon particulière. Qu'on a vu ensemble, par la parole et la prière. Et alors, voilà, dans la légende, l'anecdote, c'est qu'elle asperge la créature d'eau bénite. Elle lui parle avec douceur et ça va l'apprivoiser et le rendre complètement inoffensif. Alors là, du coup, ça va plutôt illustrer la victoire de la spiritualité sur la brutalité ou de la douceur sur la violence. Mais c'est vraiment deux femmes dans l'iconographie chrétienne qui sont associées au dragon, mais pas tout à fait de la même manière. Ouais, la Tarasque, je rappelle au passage, ils sont de la team numéro 2, à savoir la team basilic, c'est-à-dire ceux qui sont venimeux et qui pétrifient. Exactement. Et puis du coup, dans la tradition orale, on a aussi un exemple antithétique de fée, c'est-à-dire qui va un peu au contraire de ce qu'on nous associe à la fée globalement, c'est-à-dire des choses plutôt bienveillantes. Et bien ici, elle porte bien son nom, elle s'appelle Violente. C'est la fée violente, et ben elle va représenter vraiment une puissance destructrice, va être complètement animée par une sorte de jalousie, et par un grand désir de contrôle, et le dragon, elle va le monter et elle va pouvoir s'en servir pour assouvir justement ce désir de contrôle. Elle va pouvoir aussi transformer à foison la princesse qui ne lui va pas trop en chatte blanche et imposer une malédiction. Voilà, elle utilise vraiment le dragon pour ce qu'il est dans l'imaginaire médiéval, c'est-à-dire un vecteur du mal. Ouais, c'est fou, la chatte blanche, c'est le titre de ce livre, de cette histoire de Madame d'Aulnoy, dont on a déjà parlé, la chatte blanche, mais quel nom incroyable. Ok, une fée toute puissante qui monte un dragon, donc. Voilà, qui monte un dragon et qui lui fait faire à peu près ce qu'elle veut. Et du coup, pour terminer sur les femmes, je voulais vraiment parler de Daenerys, puisque voilà, on la connaît dans Game of Thrones, mais il y a aussi finalement toute une tradition de sa famille. En fait, elle est héritière et mère des dragons à un moment où il n'y en a plus, mais il faut savoir qu'avant, et ça c'est traité dans la série qui s'appelle House of the Dragon, qui est plus récente. Qui a un préquel. Ouais. C'est ce qui se passe avant. Oui. Et donc là, on va dans les méandres de la famille des Targaryens, où à cette époque-là, justement, les dragons étaient vivants. Parce qu'à l'époque de Daenerys dans Game of Thrones, finalement, elle retrouve les œufs, donc ils grandissent avec elle. Mais avant, ils étaient tout à fait en lien avec les souverains dans House of the Dragon. Et d'ailleurs, il y a dans cette série-là un personnage féminin, encore une fois, qui serait inspiré de Marguerite Lampresse, qui est une femme d'une dynastie anglaise, pareil, avec beaucoup de rivalité et de guerre de succession. Et donc, c'est encore une femme qui est au cœur de l'intrigue avec les dragons. Cette fois-ci, on va parler avec toi du fait que souvent, dans les récits, il faut tuer un dragon pour sauver une princesse. On est un peu sur ce mode sauve un arbre, tue un castor, dans un autre genre. Et moi, ça me fait aussi penser à ces crapauds qu'on embrasse, enfin toutes ces légendes, où tu dois embrasser un crapaud pour faire revenir le prince charmant qu'il était avant d'avoir été transformé en crapaud, parce qu'il avait sans doute pas payé ses impôts. Chère Léa, qu'est-ce que ça symbolise, ça, le fait de tuer un dragon pour sauver une jolie princesse ? On l'imagine jolie. On l'imagine jolie, on l'imagine nue aussi. Ah. Et oui, parce que, notamment dans l'Antiquité, mais ça je pense que tu connais un peu Andromède, Hésione, ça doit te parler évidemment. Mais bien sûr, on en a parlé dans la fameuse série Tout un art de Baleine sous gravillon, qui étudie finalement toute cette symbolique de la baleine, et on a vu que tout ce nom cétacé vient du monstre Céto que Poséidon avait envoyé pour engloutir Andromède. Donc oui, Andromède, dont la maman s'appelle Cassiopée. Et toutes ces femmes, même ces personnages sont devenus des constellations d'étoiles. Andromède, Cassiopée. Bah oui, et en fait, elles sont à l'origine vraiment de ce motif type qui est le dragon qui va, en tout cas l'homme qui va sauver la princesse qui serait promise sinon à vraiment une fin douloureuse, puisque mangée par une créature. Mais voilà, ce qui est intéressant de retenir ici, c'est que ces créatures-là, elles vont devoir établir avec des hommes ce qu'on appelle un pacte de neutralité. C'est-à-dire que on devra leur apporter un tribut, genre la princesse nue et toute seule, pour qu'ils puissent la dévorer. Et en échange, ils acceptent de laisser un peu tranquille l'endroit en question. Je rappelle que dans le cas d'Andromède, pour qu'on comprenne bien, Cassiopée se vantait que sa fille Andromède était encore plus belle que les Néréides. Et Poséidon en a pris ombrage, il a donné un coup de coude à son frangin Zeus. Il a décidé d'envoyer un monstre pour ravager le royaume
de cette légende. Et évidemment, les humains ont imploré la pitié de Poséidon, et c'est là, en échange, que Poséidon a dit « Ok, rabouler Andromède, nu, enchaîné sur un rocher, et ça sera le tribut à payer, ce que tu appelles le pacte de neutralité. » Juste pour illustrer ce que tu viens de dire. Pardon, continue. Non, tout à fait, tu as raison de préciser un peu la légende. Et en fait, du coup, c'est souvent assez repris. Souvent, évidemment, c'est la plus jeune et la plus belle fille. Enfin voilà, il y a tout cet imaginaire-là. En fait, c'est une pratique qu'on retrouve tellement que ça pourrait vraiment être, selon certains chercheurs, le vestige de beaucoup de rites religieux très anciens où une vierge était sacrifiée à une divinité qu'on redoutait, comme on le disait tout à l'heure, en échange de protection contre les fléaux ou alors pour des moissons fertiles, pour la prospérité du bétail. Voilà, c'était vraiment ce donnant-donnant qui n'était pas franchement avantageux pour les humains du coup. Voilà, donc en échange, les bêtes, elles accordaient tout ce qui pouvait être positif, mais il fallait leur faire ce sacrifice. Et je ne sais pas si tu connais les rogations, Marc. Non, mais l'étymologie me raconte qu'il y a une histoire de demande, interrogation. Ce serait une demande, en effet. En fait, c'est une fête populaire. Ça, c'est un vestige un petit peu de ce qu'on vient de raconter. C'est une procession, ce qui pourrait se rapprocher d'une procession qui est destinée à assurer la fertilité des récoltes. Et pour ça, eh bien, on mettait en scène un dragon en osier qu'on décorait de fleurs, de guirlandes, de rubans, avec la gueule grande ouverte dans laquelle on pouvait jeter justement de la nourriture. Exactement, pour rappeler les anciennes offrandes. En fait, on donnait ça au dragon, l'air de dire, on lui donne ça, il nous laissera tranquille. Et ça, c'est quelque chose qui a été notamment illustré à Metz. Je ne sais pas si tu te souviens du Graouli. Ça te dit un truc ? Non. Le Graouli, c'est la version locale du dragon que doit combattre l'évêque local de Metz, qui doit combattre le mal et qui doit du coup le faire sortir de la ville, puisque, à l'instar de Smaug dans le Hobbit, il est en train de ravager la ville. Et c'est quelque chose, ces rogations qui ont été aussi repris par, évidemment, le christianisme. Et là, c'est bien codifié, c'est avant l'Ascension, c'est à un moment assez précis. Et c'est exactement la même chose, c'est ce qu'on va appeler une fête agraire. Donc une fête liée à l'agriculture pour la bonne récolte. Pour donner peut-être un petit peu plus de précision aussi sur comment ça se déroulait, il y avait ce qu'on appelle des rites ambulatoires, donc des rites où on devait tourner autour de l'effigie du dragon finalement, pour s'assurer que les moments à risque de l'année agricole allaient bien se passer. Tu sais, les saints de glace, tout ça. Les saints de glace, il se trouve que ma maman Christiane, que j'embrasse très fort, me racontait ça encore récemment. Alors déjà, les noms des saints de glace, ils sont très rigolos. Il y a Saint Mamère le 11 mai, Saint Pancrace le 12 mai. Je rappelle que Saint Pancrace, c'est le nom d'une gare, si je dis pas de bêtises, à Londres. Et Saint Servais. On ajoute parfois Saint Boniface et Sainte Sophie le 25 mai, le 14 mai. En gros, ce qui se passe, c'est qu'en mai, mi-mai, il risque d'y avoir encore des gelées. Et c'est pour ça qu'on invoque ces saints de glace pour se préserver de ces gelées tardives. Voilà. En tout cas, je sais que tu aimes bien parler dans différentes langues. En anglais, les rogations, c'est Rogation Tide, et paraît-il que ça vient de l'anglo-saxon, qui veut dire aller marcher. Et donc vraiment cette dynamique de procession et d'accompagner, en tout cas l'effigie de notre dragon par exemple, tout au long d'un chemin. Ouais, et surtout, ils portent des noms en anglais que les Anglais comprennent jusqu'à aujourd'hui. Ganging Days ou Gang Days, comme un gang. Gang Days, c'est origine en allemand, gehen, et le passé c'est gang. Enfin bref, c'est une racine qui veut tout simplement dire aller, marcher. Et on comprend cette histoire de procession. Léa, au tout début, on a vendu une histoire de baiser. On a vendu une histoire de crapaud, on a vendu une histoire de prince charmant. Et toi, tu as des choses à nous dire par rapport à ce baiser, à ce bisou donné à un dragon. Et oui, alors à un dragon ou à une créature un peu effrayante, globalement. C'est pas que les dragons, mais c'est un motif médiéval qui s'appelle le fier baiser. Et d'ailleurs, justement, fier, ça doit être compris dans son sens médiéval, qui veut dire courageux, parce qu'on devait avoir du courage pour embrasser une créature qui était un peu repoussante. Et donc, le motif du fier baiser, c'est vraiment ce qu'on va retrouver dans les légendes, comme tu dis, d'une princesse qui doit embrasser un crapaud, par exemple, pour en fait libérer le prince, en général, qui serait à l'intérieur du crapaud ou qui serait métamorphosé en crapaud suite à une malédiction. Ici, le baiser, il va vraiment permettre de briser l'enchantement. J'adore, il y a un conte que je connais qui m'a vraiment beaucoup plu quand je me suis formée à la tradition orale, qui est une version de Guyenne qui s'appelle La Belle et le Monstre. On l'appelle aussi le conte du prince serpent. Et là, en fait, c'est un voyage où c'est un homme qui est transformé en serpent et qui
doit évidemment avoir une femme pour épouse, qui va demander à tout le village. Finalement, une femme va se présenter, puis là, il va la tester, il va lui demander de porter plusieurs robes de plusieurs couleurs. Enfin, c'est un conte qui est vraiment fantastique et qui est très, très imagé. Enfin, voilà, c'est un conte qui met en scène exactement ça. Et alors, je ne sais pas si tu le sais, Marc, mais dans la tradition orale, on a une grande classification qui s'appelle la classification Arne-Thompson-Hutter, qui a ensuite été... As-tu, voilà. As-tu ATU. Voilà. Et cette classification, elle permet justement d'y voir plus clair dans les contes et de voir un peu les structures types. Et justement, ce dont tu parlais, par exemple, du prince crapaud, eh bien, c'est la classification 433. Donc, si les auditeurs sont curieux, ils vont pouvoir retrouver tous les types de contes qui s'en rapprochent et les versions. D'accord. Donc, en termes techniques, on est dans le ATU 433. Ouais. Intitulé Le mari monstrueux. Ah, intéressant. Il y a des codes pour chaque situation. Léa, très logiquement, dans cet épisode, on va enchaîner sur les Dragon Slayers, c'est-à-dire ceux qui tuent les dragons. Alors moi, j'ai envie de les qualifier de dracocides, un peu que sur le mode insecticide, pesticide. Moi, ce qui me paraît très logique, c'est de les appeler des dracocides. Mais évidemment, ce n'est pas le cas. Ils ont un autre nom, ces tueurs de dragons dans les légendes. Quel est ce nom ? Et oui, on les appelle les sauroctones, les tueurs de dragons, puisque ça se rapporte un peu au terme saurien qui définit des reptiles, des genres de reptiles, et donc tueurs de sauriens. Est-ce que tu en connais, toi, comme ça, là, des... Les tueurs de dragons ? Ouais. Ah, j'en ai un qui me vient, qui porte le nom de mon grand-père, bien sûr, Saint-Georges. Saint-Georges et le dragon. Et tu connais son histoire ? Je sais juste que ce brave Saint-Georges, il a tué un dragon. Ouais, alors en fait, Saint-Georges, c'était le saint patron de la Grèce, parce qu'en fait, il est né pas très loin. C'est un chevalier romain du IIIe siècle, donc là, on doit faire un petit bond en arrière. Il est né en Cappadoce, tu sais, cette région... en Turquie. En Turquie, ouais. Et donc, il se promène là-bas, dans la Turquie, et il entend dire que la ville de Silène, eh bien, elle est tyrannisée par un dragon qui crache du feu et qui dévore le bétail. Un peu toujours la même chose. Et d'ailleurs, eh bien, pacte de neutralité, on lui envoie des femmes et des enfants en sacrifice. Sauf que Saint-Georges... déjà, il peut pas supporter ça. Et ensuite, à la fois lui et les habitants, parce qu'évidemment, il va aller là-bas, eh bien, ils vont se rendre compte que l'appétit du monstre, même si on lui offrait des femmes et des enfants, c'était trop difficile à endiguer, il était trop gourmand. Et donc, le roi de Silène, il s'est dit, en fait, si j'offre ma propre fille, peut-être que ça va le calmer, puisque c'est ma propre fille. Et donc, comme Andromède, comme Hésione, elle est parée de blanc, elle arrive, elle est liée au poteau des sacrifices, tu sais, situé vers, évidemment, l'antre du dragon. Et là, vraiment, coup de théâtre, Saint-Georges apparaît, en armure, évidemment, monté sur son cheval blanc, et il va tuer le dragon. Ensuite, il va évidemment ramener la jeune femme à son père, et alors là, évidemment, le père et tout le monde va se convertir au christianisme. Et c'est là où la légende fait un shift, c'est que finalement, tout ça amène Saint-Georges à faire se convertir l'entièreté de cette région-là, parce qu'il a libéré le dragon, on le dit évidemment par sa foi. C'est plutôt pratique. Léa, à ce stade, je voulais juste ajouter 2 choses. Moi, j'ai longtemps vécu au Chili, dans les Andes. Juste pour donner un autre exemple de pacte de neutralité, on a retrouvé, tu sais, des momies d'enfants qui ont été sacrifiés aux dieux pour les mêmes raisons. Et tu vois, c'est ça qui est intéressant. C'est que dans des endroits du monde qui sont très différents, qui n'ont eu aucun contact entre eux, les humains ont pratiqué les mêmes choses. Et c'est là qu'on touche au sublime et à l'hyper intéressant dans ce qu'on est en train d'échanger. C'est que ce besoin de faire des sacrifices énormes, c'est-à-dire de faire des sacrifices humains, a été fait par les Quechua, les Aymara, tous ces peuples qui faisaient ces sacrifices de bon augure pour avoir de bonnes récoltes de quinoa, de tout ce qu'ils cultivaient là-bas. Et donc, ils sacrifiaient des enfants, et on a retrouvé plein de ces momies d'enfants au sommet des plus hautes montagnes des Andes. Et la deuxième remarque que je voulais faire, c'est que la Cappadoce, effectivement, c'est une région légendaire. Je voulais juste citer que tu es comme moi une fan de cinéma. Il y a un film célèbre qui a eu la Palme d'Or à Cannes en 2014 qui s'appelle Winter Sleep de Nuri Bilge Ceylan, qui se passe dans un hôtel troglodytique, là. Tu sais, ces structures bizarres dans la roche. Merci pour la référence, j'irai voir. Alors, Léa, tu m'as demandé, là tu es parti sur Saint-Georges qui est l'exemple que n'importe qui aurait dit à ma place, mais j'imagine que tu es venu avec d'autres exemples. Bien sûr. Évidemment, je pense d'abord à Persée, parce que l'Antiquité d'abord. Persée qui a tué du coup le dragon
pour libérer Andromède. Ouais. Donc, exactement ce dont on parlait tout à l'heure. En plus, juste avant, il a quand même tué la Méduse. Enfin voilà, il a un certain bagage en crime de dragon. C'est un très bon monstrocide. Exact. Il a tué Méduse, il a tué le Céto, le monstre qui voulait engloutir Andromède. D'accord. Et justement... Monté sur Pégase, hein, en parlant de bestiaires du Moyen-Âge. Un cheval ailé, dont on parlera avec toi dans une autre émission. Tout à fait. D'ailleurs, le dragon, enfin la bête dont tu parles, le Céto, ça devient une entrée régulière des bestiaires médiévaux, en fait. Ça devient un animal à part entière pour les bestiaires, cette bête dont tu parles. Ouais. Et ce qui est fou d'ailleurs, je veux pas trop, pardon, ne perds pas ton fil, mais juste pour ajouter que kétos en grec désignait un très gros poisson. C'était quelque chose d'assez vague finalement, et c'est devenu quelque chose de précis grâce à cette légende. Moi, je voulais aussi parler de Lancelot. Toi, je sais que tu aimes bien en plus les romans arthuriens. Et dans certaines versions des romans arthuriens, Lancelot, il affronte un dragon pour prouver, toujours pareil, sa valeur, pour affirmer une légitimité quelque part. Souvent, c'est lié à la quête amoureuse, selon les chevaliers. Mais ici, Lancelot, il y a quelque chose de très pur qui va, en fait, finalement très bien avec son statut parmi les chevaliers de la table ronde. Et il va libérer le château du roi Pélès, d'un grand dragon. Et alors, ce qui est magnifique, c'est que à l'endroit près de l'antre où réside le dragon, il y a une inscription. Et cette inscription, c'est la suivante. Ici même viendra un léopard de sang royal qui abattra ce serpent. Et ce léopard engendrera un lion sur cette terre étrangère, lequel surpassera tous les autres chevaliers. C'est assez énigmatique, mais quand on connaît un petit peu la légende arthurienne, on comprend qu'il fait référence à Galad, en fait, qui est celui qui va pouvoir finalement voir le Graal. Donc c'était un petit peu écrit, finalement en lien avec le dragon. Galad, dans certains récits, il est assimilé au fils de Lancelot. Exactement. Lancelot est un mot intéressant. D'où vient ce nom ? Que signifie-t-il ? Moi déjà, dans un roman que j'ai lu, dont j'arrive pas à me souvenir le titre, Lancelot, il est raconté dans ce roman quelque chose d'assez touchant. J'espère qu'il te fera sourire autant que moi, qui est que dans une des légendes, Lancelot est élevé par la fée Viviane. Et quand il était bébé, Lancelot, comme beaucoup de bébés, il avait parfois des érections. Et donc cette petite lance, que veut dire Lancelot, ça pourrait être une des origines. C'est évidemment discuté, mais ça pourrait être une des origines. Il y a une autre origine plutôt germanique qui a rapproché de Land, qui signifie la terre, la patrie, qui est une autre origine possible. Je rappelle que toutes ces histoires sont racontées à l'origine par Chrétien de Troyes et qu'il a un de ses livres qui s'appelle Lancelot ou le chevalier à la charrette. Allez, on va finir cet épisode qui est consacré aux soroctones. Je rappelle qu'on ne dit pas dracocides, on dit les soroctones, les tueurs de dragons. C'est exactement ce que ça veut dire. Saurien, ctone, c'est une racine qui signifie tuer, les tueurs de dragons. On a déjà parlé de Lancelot, de Saint-Georges. On a évoqué dans d'autres épisodes la légende de Siegfried et Fafnir. Siegfried, l'or du Rhin, c'est toutes ces légendes germaniques qui tuent un dragon, qui se baigne dans le sang. Il y a une feuille de tilleul qui tombe sur son épaule et qui le rend vulnérable, équivalent du fameux talon d'Achille. C'est comme ça que Siegfried sera tué par la suite. Tu nous avais expliqué qu'il baigne dans le sang du dragon et que du coup il comprend le langage des oiseaux et qui l'avertissent des traîtrises de ses poursuivants. Comment il s'appelle ? C'est Hagen, je crois, l'ennemi de Siegfried. En fait, ce qui est intéressant, et c'est toi qui vas nous l'expliquer bien sûr Léa, c'est pourquoi tant de soroctones, pourquoi tant de tueurs de dragons, à quoi ça sert tout ça, qu'est-ce que ça symbolise ? En fait, il faut savoir que comme souvent dans l'histoire du symbolisme, ça vient de plus loin. Là, nous, ce dont on a parlé, c'est les grands textes fondateurs un petit peu. Mais en fait, il faut savoir que ça remonte même encore plus loin. Ce serait, selon une experte égyptologue, ce serait vraiment une évolution d'un thème égyptien qui a été repris par les Romains, et du coup après, ainsi de suite, on sait comment ça se passe. C'est le thème du roi harponneur. Et on peut trouver des illustrations un petit peu sur Internet de ça, d'un pharaon qui va venir sur une barque vraiment tenir sa lance prêt à harponner une créature, ou alors Horus, je sais pas si tu vois qui c'est. Le dieu à tête de faucon. Voilà, qui va venir sauver quelqu'un, en tout cas dans la sculpture, en terrassant le crocodile. Ça, c'est au musée du Louvre, si jamais. Et c'est vraiment... voilà, ça refait référence au fait que le dragon ou la bête à terrasser est un obstacle à franchir. Et en fait, on ne devient pas un héros en chassant un lapin, quoi. En fait, Saint-Georges, en terrassant un dragon, il terrasse Satan. Et donc, le paganisme, c'est-à-dire les anciennes religions qui avaient avant un ordre établi. Et c'est ça, en fait, que, si je comprends bien, que symbolise
Oui, exactement. Le fait de tuer un dragon. En gros, c'est quelque chose qu'on a déjà expliqué plusieurs fois dans nos récits. C'est-à-dire que le dragon symbolise un temps ancien qui est remplacé par un temps nouveau, des habitudes anciennes qui sont remplacées par de nouvelles. C'est ça, pour être tout à fait clair. Oui, mais en fait, c'est notamment un processus que le christianisme utilise beaucoup. En fait, on reprend des anciens thèmes parce qu'on peut pas, finalement, on peut pas évangéliser une population en changeant du tout au tout, ça marcherait pas. Il faut qu'il y ait des repères. Et donc, c'est quelque chose de très subtil et de très... c'est très bien ficelé, finalement. Effectivement, comme tu l'as dit, avec Saint-Georges, on terrasse Satan, mais on terrasse aussi ce qu'il y a avant. Et on met un nouvel ordre. Et en plus, le dragon, avec la symbolique qui est liée au serpent, il y a évidemment toujours ça. On renaît aussi, c'est une nouvelle ère à chaque fois. Et parfois, la destruction, que ça soit la destruction que permet le dragon ou la destruction du dragon par le héros, c'est ça, c'est une nouvelle ère pour s'illustrer et raconter une nouvelle histoire. Léa, ok, on a bien compris à quoi ça servait de tuer des dragons. Pour finir cet épisode, tu voulais nous parler d'un dracocyte, d'un soroctone, pour employer le vrai terme consacré, qui est moins connu que les autres et qui s'appelle Cadmos. Et oui, je voulais t'en parler parce que quand tu me parlais des dents de requin, ça m'y a fait penser... Les glossopètres. Voilà, exactement, dont on a parlé. Ça m'a fait penser directement à cette légende-là, à ce récit mythologique de Cadmos. Je ne sais pas si toi, tu le connais. Non. En fait, c'est un prince phénicien et c'est le frère d'Europe qui a été enlevé par Zeus. Et donc, en tout cas, effectivement, dans cette histoire, eh bien, Cadmos, il va partir à la recherche de sa sœur. Et pour ça, schéma classique dans l'Antiquité, quand on ne sait pas trop quoi faire, on va voir un oracle. Et donc là, il va s'arrêter à Delphes. Et l'oracle de Delphes va lui conseiller, finalement, d'abandonner cette quête-là, parce que ce n'est pas son chemin, et d'aller fonder une ville là où, guess what, une vache s'arrêtera d'elle-même. Voilà. La vache va l'emmener jusqu'en Béotie, et c'est là qu'il va sacrifier l'animal en l'honneur d'Athéna, la déesse tutélaire. Et donc pour finalement fonder cette ville, il a besoin assez logiquement d'eau. Donc il va aller puiser de l'eau, il envoie ses compagnons vers une source sacrée, et cette source elle est gardée par un dragon. Et le dragon, c'est un fils d'Arès. Arès, que tu connais bien. Arès, c'est le dieu de la guerre ? Oui, qui est le dieu de la guerre. La créature les massacre tous, pas Cadmos, mais en tout cas tous ses compatriotes. Cadmos, lui, en représailles, il va tuer le dragon avec sa lance. Et là, Athéna, qui est jamais bien loin, elle va lui murmurer à l'oreille « Tu devrais semer les dents du monstre ». Alors, il s'arrête un peu, et finalement, il le fait, et ça va donner naissance aux Spartes. Tu sais, ces guerriers très rustique. Très rustique, voilà. Je pense au film 300. Exactement. Avec mon idole, Gérald Butler, qui est aussi ton idole, je vois à ton grand sourire. Et c'est voilà, les grands guerriers, quoi, qui et donc ces guerriers-là... Tu aimes les hommes musclés, Léa ? Oui. Bon. Ces guerriers qui vont s'entretuer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que 5 d'entre eux qui survivent. Et ils vont aider Cadmos à fonder la future ville de Thèbes. Léa, pendant que tu me racontais cette histoire de Cadmos, effectivement que tu m'apportes sur un plateau, je vois que, toujours pareil, étymologie, des dents de dragon semées par Cadmos sont nées les Spartes, qui précisément signifient les semer. L'étymologie du mot Sparte signifie semer. Ils fondent, grâce aux Spartes, la cité de Cadmée, et qui est le futur centre de la ville de Thèbes. C'est ce que tu disais. Alors Thèbes, il y a 2-3 histoires très célèbres. Tu disais que c'est quoi ? C'est Antigone ? Antigone, oui. Antigone, ça se passe à Thèbes, etc. Je vois, et ça c'est un truc que tu n'as pas raconté, je me demande pourquoi, ma chère Léa, puisque je vois que Cadmos aurait épousé Harmonie, la fille d'Arès et d'Aphrodite. C'est quand même drôle, la fille du dieu de la guerre et de la beauté s'appelle Harmonie. Mariage somptueux, etc., etc. Mais comme d'habitude, il y a une malédiction qui frappe leur descendance. Cadmos et Harmonie quittent Thèbes et sont transformés en serpents, les pauvres. Tiens, on retombe encore sur nos histoires de dragons. L'Ouroboros, serpent qui se mord la queue. Oui, d'ailleurs, Cadmos, c'est aussi un symbole de la connaissance et de la civilisation, puisqu'on lui attribue l'introduction de l'alphabet phénicien en Grèce. Donc, c'est vraiment une figure fondatrice d'être dans la transmission du savoir. Ok Léa, voilà ce qu'on pouvait dire dans cet épisode obèse sur les tueurs de dragons. C'est fou quand même que le truc le plus associé aux dragons, c'est le fait qu'on doive les tuer.
On a encore des épisodes qui nous attendent avec toi et on va se faire plaisir. On va enfin parler de tous les dragons célèbres, du passé, mais aussi des œuvres modernes. On a déjà beaucoup parlé de Game of Thrones. On va voir qu'il y a plein d'autres films où il y a des dragons. Je pense à un film avec notamment Matthew McConaughey, qui est une de tes idoles. Je vois le visage que tu fais, qui s'appelle The Reign of Fire, le règne du feu, où les dragons reviennent sur Terre, ils anéantissent toute la civilisation humaine, etc., etc. Il y a plein d'autres films où il est question de dragons, de livres, de BD, etc. On va en parler avec toi. Et donc, dans cette attente, chère Léa, prends soin de toi et des dragons qu'il y aurait autour de nous. D'ici là, prends soin de toi. Salut. Salut Marc. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir prêté tes oreilles. Maintenant, je m'adresse à ton cœur, car pour continuer, nous avons besoin d'un petit coup de main. 1. Pour commencer, tu peux partager nos liens à tes proches. 2. Très utile aussi, tu peux laisser des étoiles et surtout un avis sur Apple Podcast et sur Spotify. 3. Encore mieux, tu peux aussi faire un don ponctuel ou mensuel sur Helloasso ou sur Tipeee. Si tu aimes nos contenus, je te recommande mes 2 livres, En finir avec les idées fausses sur le monde vivant aux éditions de l'Atelier et Nomen, les origines des noms des espèces aux éditions Ulmer. Et aussi un super jeu de cartes, Terra Animalia, pour apprendre sur les animaux et les plantes tout en jouant. Et on fait bien sûr un gros clin d'œil aux profs, aux parents et à tous ceux qui racontent ou enseignent le vivant. Tous les liens utiles et notre email de contact pour des stages, des formations, des animations ou des conférences sont indiqués dans la notice de cet épisode. Grand merci pour ton soutien, à bientôt, et d'ici là, prends soin de toi et de ce qu'il y a autour de nous.